Quand je regarde depuis que je suis petit, j'ai un problème avec ça, j'ai l'impression avec soit la routine ou soit le fait de rester dans le même truc. En troisième et tout, quand la CPE elle te dit tu veux faire quoi plus tard, c'est comme si tu as des voies qui sont plus premium que d'autres. Les mecs, quand tu regardes à l'heure de l'IA, c'est les métiers qui vont le moins sauter. Okay. Et là, il se prend le coup de couteau, tu vois. C'est pour ça qu'on te dira toujours, mec, le truc à faire face à un couteau, c'est de te barrer. Et c'est là que je te dis aussi, tout ce que tu apprends dans un dojo est dans un contexte de dojo, tu vois. Tu vas à la salle, t'es très musclé, et t'as une mauvaise technique. Dans les arts martiaux, ça passera pas, tu vois. Shingitai, mec, c'est hyper puissant. Je conseille même les gens d'adapter ça à ce qu'ils font, parce que souvent, tu te rends pas compte que tu développes qu'une seule partie, tu vois. Sauf que, comme c'était plus nécessaire, il y avait plus de guerre, c'était moins... C'est comme ça, en fait, que les arts martiaux sont devenus plus théoriques aussi, et plus bullshit aussi, parce que t'as plus une condition de survie derrière. Et c'est exactement l'esprit de Cobra Fight depuis 15 ans, c'est-à-dire que on n'a pas commencé dans une structure, nous, on faisait ça limite dans la rue, tu vois. On allait au stade de la Redoute, on allait sur chez moi, dans mon parking, on mettait des pavos comme ça, on s'entraînait, tu vois. Et le déclic, ça a été quand on a gagné cette compétition-là, tu vois. Donc Ryan, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc pour rappel, c'est Cash qui est venu précédemment sur le podcast qui m'a dit que tu pouvais être intéressant à interviewer. Donc je t'ai dit de venir. On se connaît pas du tout. On va faire connaissance tout de suite, ouais. Pas de trucage. Et donc il m'a dit que tu étais quelqu'un qui naviguait entre plein d'univers différents. Et donc ma première question, c'est aujourd'hui t'es quoi? Parce que du coup j'ai un peu navigué sur ton Instagram. J'ai vu que t'avais des publications à la fois de sport, de voyage, d'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui tu te définirais comme quoi? Qui est Ryan Macback? Putain, c'est une vraie question, tu vois, que des fois moi-même je me pose. Je me définirais, je pense, comme quelqu'un de polyvalent, effectivement, tu vois. Qui a un touche à tout, tu vois, et qui s'intéresse à tout, tu vois. Pas de limite là-dessus, et puis beaucoup de curiosité sur plein de domaines, quel qu'il soit. Ça peut être de la science, ça peut être le sport, ça peut être le voyage, la découverte et tout. En fait, je me donne pas de limite réelle à ce qu'il faut découvrir dans ce monde-là, tu vois. Okay. Pour moi, c'est un monde ouvert, tu vois, on est comme dans GTA. Il y a plein de cartes à déverrouiller, missions secondaires et tout. Donc, faut aller découvrir. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, tu te sens parfois incompris? Est-ce que ce style de vie un petit peu polyvalent, aujourd'hui, il te catégorise un petit peu auprès de certaines personnes qui, eux, ont leur chemin bien tracé, ont fait telles études et sont arrivés à tel endroit, et avaient, depuis le début, en fait, peut-être prévu d'arriver là où ils sont aujourd'hui? Ouais, ça aussi, gros débat, parce que c'est l'histoire d'une vie, ça aussi. En fait, quand t'es polyvalent, je pense, tu vois, ça fait une espèce de dissonance cognitive pour les gens, tu vois, parce qu'ils n'arrivent pas à te caser, ils n'arrivent pas à te mettre dans une case. Donc ils se disent, putain, ce gars-là, c'est quoi, tu vois? T'arrives toujours à dire, le mec, c'est un boulanger, il fait des baguettes, il est graphiste, il fait ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais, je dis, je suis graphiste, c'est plus simple, tu vois, comme ça, si je commence à dire, mais des fois, je fais ça aussi, je suis capable de faire ça aussi. Professionnellement, les gars, ils vont dire, est-ce que le fait qu'il arrive à faire tout ça, peut-être qu'il n'est pas spécialiste ou il ne maîtrise pas le domaine, il fait tout, c'est comme on dit, t'es bon dans tout, t'es spécialiste dans rien, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi quand Cash il était intervenu sur l'autre vidéo. Il avait dit, lui, il privilégie l'action, etc., que moi, j'étais un peu un truc un peu plus rare parce que c'était l'exception qui confirme la règle, tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est que t'as des gens, ils vont vouloir... ils vont se dire polyvalents, c'est-à-dire ils vont se découvrir une nouvelle passion, tu vois. T'as des gens de notre âge, ils vont se dire, moi j'ai envie de faire du paddle, voilà, c'est la mode et tout. C'est vrai que de plus en plus, moi je fais du foot, petite parenthèse, je fais du foot, et il y a de plus en plus de gars qui quittent le foot pour aller faire du paddle. Il faut qu'ils arrêtent parce que bientôt on n'aura plus d'équipe. C'est ça. Et t'as même le trail aussi, c'est les mêmes mecs, ils font diverses disciplines comme ça. Mais
Tu vois, c'est vraiment, tu sais pas en fait si c'est de la mode, si c'est pour échapper à quelque chose, etc. Ils vont faire ça et tout. Moi, c'est un peu différent. J'aime bien ce côté de, par exemple là, en ce moment, mon truc c'est l'astrologie, tu vois. Ok. Je sais pas, j'ai bloqué dessus. Je commence à, je sais pas, je tombe sur un documentaire. Les gars ils te disent ouais, les Égyptiens, ils se repéraient comme ça avec les étoiles et tout. Je fais putain, c'est vrai que demain t'as plus de téléphone, t'as plus de boussole en fait. Ouais. Bon, tu sauras toujours où est le nord, tu vois. On est sur une île, voilà. Mais c'est ouf de voir que tu as des peuples qui avaient des connaissances élevées, alors qu'aujourd'hui, tu vois, on est soi-disant modernisé, etc. Et que tu connais Et pas. peut-être plus élevé que nous, parce que du coup, je crois, alors à vérifier, mais qu'ils avaient essayé tu diras si je me trompe, ils ont essayé de reproduire les pyramides, ou même de se remettre dans les conditions de l'époque pour reproduire les pyramides, et ils ont toujours pas trouvé, voilà, ils ont toujours pas trouvé le moyen de les créer. Je crois que je me trompe pas en disant ça. Il y a un gros documentaire dessus qui s'appelle BAM sur YouTube, Ok. s'il y a des gens qui veulent aller regarder. Donc c'est BAM, c'est les bâtisseurs des anciens mondes. Et en fait, ils te mettent des experts qui vont aller regarder. Tu sais, t'as des mecs, c'est des tailleurs de pierre, etc. Ils viennent analyser les pierres et tout. Et moi, même quand j'étais parti en Égypte, je suis parti regarder s'il y avait vraiment l'espace entre les trucs. L'Égypte, c'est un. On parlera voyage tout à l'heure si tu veux. Et c'est mystique parce que le pays en lui-même, tu sens qu'il y a des trucs qui se sont passés ici, origine du monde, le musée d'Égypte, du Caire, là, il est terrible. Et quand tu regardes, nous, dans l'histoire, on est personne, en fait, tu vois. C'est tu regardes création de la pyramide. Bon, après, on va pas partir dans les trucs de complotistes, mettre Gims et tout, mais on peut aussi, Il y a ouais. de l'électricité ou pas, alors? Ouais, l'électricité ou pas, ouais. Mais t'as l'impression que plus tu creuses justement ces genres de mystères-là, que ce soit dans l'espace ou cosmologie et tout, tu te dis putain, en fait, on est rien, tu vois. On est rien. Le temps passe vite, tu vois. T'as l'impression, quand tu parles du Covid, c'était il y a 2 ans. En fait, c'était il y a déjà très longtemps, déjà en 2026. Donc, c'est vrai que le Covid, en fait, c'est devenu un point de référence. ouais. Comme pour nos arrière-grands-parents, ouais. la Première Guerre mondiale, C'est c'était un ça, point de tu vois. référence. Nous, C'est on clair. dit T'as avant, 2008, après Covid. t'as Ouais. 2001 avec le 11 septembre et tout. Ouais. C'est comme si que c'est des moments qui ont changé l'humanité, tu vois. Mm. Et Et donc, pour revenir sur la polyvalence, donc astrologie, bah, un peu, etc. ouais, un peu Donc, tout, toi, est-ce mec. que tu penses que tu auras le temps d'une vie pour Mec, explorer c'est tous les compliqué, sujets que tu as hein, envie c'est d'explorer? compliqué, hein. Mais c'est là, justement, je vais te dire, c'est que moi, tu vois, souvent, je vais m'intéresser à un truc, par exemple, ça peut être la photo et tout. Je vais essayer de comprendre au moins 80% de ce que représente, par exemple, la photographie. C'est-à-dire, je veux pas me spécialiser non plus dedans, c'est-à-dire faire toute une vie. Je connais des mecs, ils ont fait, par exemple, tu regardes mon prof de judo, lui, ça fait 40 ans, il fait ça, le gars, il connaît le judo sur ses doigts. Et c'est honorable, en fait, tu vois, parce que tu dis, il y a un truc dans la spécialisation où tu te dis, putain, le mec, c'est le meilleur là-dedans, il est titré là-dedans, il a déjà la meilleure ceinture, il est plus gradé ici, là-dedans et tout. Mais moi, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse parce que c'est comme si que la vérité, on va dire, c'était un cube à plusieurs faces, tu vois. Et dans l'axe où tu es, quand tu te spécialises, en fait, tu te spécialises sur une seule face de ce cube-là. Et bah, tu vois pas les autres faces, tu vois. Et moi, en fait, j'allais dire mon travail, mais c'est pas mon travail. mon travail, ouais, ma philosophie de vie, ouais, c'est d'aller explorer le maximum de facettes de ce cube-là pour avoir le maximum de vérité, tu vois. Et tout à l'heure, on en parlera aussi, mais moi, ça me permet de créer des connexions entre chaque truc, tu vois. Et c'est étonnant, en fait, aussi, tu vois, quand je me rends compte de me dire, bah, putain, en fait, il y a plein de liens en différents domaines. Moi, par exemple, quand Cash, je regarde quand il me parle d'entrepreneuriat et tout, même si je suis un peu dedans, je me dis, putain, en fait, il y a un gros lien entre l'entrepreneuriat et les arts martiaux, par exemple, tu vois. Le fait que tu dises, ben, ouais, tu dois être entreprenant, tu dois aller chercher, il y a des risques à prendre, tu vois, des fois, tu peux prendre un coup, tu peux tester un truc. Et c'est marrant que tu fasses une analogie entre sport et entrepreneuriat, parce que moi, je me faisais une réflexion interne, et je me disais que la vie, c'est un peu une allégorie de la musculation. Parce qu'en gros, tu répètes un petit peu, tu vois,
des gestes et des process pour arriver à un résultat qui va être de plus en plus grand. Ouais. Et souvent, je me dis, ben en fait, la vie, c'est un peu ça. Tu te réveilles tous les matins, t'as progressé par rapport à la veille, logiquement. Ouais. Mais parfois, tu régresses aussi. Parfois, t'as moins envie, t'as des baisses de motivation, ça fluctue. T'as des déceptions, t'as des victoires. Et en fait, je pense qu'on peut faire l'allégorie aussi sur le sport en général. Ouais, C'est sur marrant le sport. que tu le fasses pour les arts martiaux. C'est clair, mec, mais même là, quand tu parles de musculation, tu vois, le principe de tu te détruis Ouais, pour te devenir renforcer. plus fort, tu vois. Il y a toujours ce paradoxe-là. Et aux arts martiaux, j'imagine que moi, je fais de la boxe anglaise, mais Ok. je fais pas j'ai jamais fait d'arts martiaux, Ok, on va mixte dire, ou- mixte ok. ou autre. Et j'imagine que c'est à peu près la même chose, puisque en gros, tu vas à l'entraînement Ouais, pour te faire mal ouais. et pour derrière Pour devenir, être meilleur ouais. et te faire moins mal le jour de la compétition, quoi. Même le côté, tu vois, où les gens ils pensent, disent, ouais, les arts martiaux c'est la violence, et en fait, même avec ce que ça représente, tu donnes des coups, tu vois. Mm. Mais au final, c'est pour ne pas en donner, au final, tu vois. Donc Ouais. tout ce Dans la travail vraie sur vie, tu veux toi, dire? voilà, dans la Ouais. vraie vie, ouais, Mm. exactement. Pour le contrôle de soi et tout. D'ailleurs, j'en profite que tu me dis ça parce que moi, j'ai grandi, on va dire, dans les arts martiaux parce que j'ai commencé le judo à, je crois, 6-7 ans. Ok. Après, j'ai eu des phases où j'ai arrêté, j'ai des phases où j'ai testé d'autres trucs, j'ai testé du basket, voilà, dans mon parcours scolaire, j'ai T'étais testé déjà plein dans de trucs. cette philosophie de Mais tester mec, les choses. c'est ouf parce que, en fait, quand je regarde depuis que je suis petit, j'ai un problème avec ça, j'ai l'impression avec soit la routine ou soit le fait de rester dans le même truc. J'ai une anecdote pour toi. Mes parents m'ont dit ça quand j'étais un petit peu plus grand. Ils m'ont dit, ouais, tu sais, quand t'étais petit, on t'avait emmené à la fête foraine, tu vois. Ouais. Et il y avait un train. Et moi, je kiffais les trains, j'avais déjà des petits trains miniatures et tout. Et elle me fait, ouais, tu veux monter dans le train et tout. Il y avait quoi, 3-4 wagons, c'est un petit train qui tourne en rond. Et je dis, ok, je veux monter. Et en fait, la seule place que j'ai, elle est à l'arrière du train, dans le dernier wagon, tu vois. Mm. Donc mes parents, ils font monter et tout. Et je suis trop content, je fais mon premier tour, mon deuxième tour. Et en fait, à partir du deuxième tour, j'ai un déclic où je me dis, Faut que j'avance, non? non, je me dis, mais en fait, le train, en fait, j'ai comme un état de conscience et je réalise et je me dis, en fait, le train, il tourne en rond, tu vois. Et je saute du train. Je saute du train et j'atterris sur les, Parce qu'en fait, tu te faisais sur chier la dans voie. le... Ouais, voilà, un peu. Et tu sais, je voyais les autres enfants et tout, ouais, trop bien et tout. Mais en fait, c'est comme si mon cerveau avait compris directement que, Fallait en pas fait, les rentrer dans gars, la on va routine. tourner en rond pendant combien de temps, tu vois. Et j'avais pas la timeline de combien de temps ça va durer. Je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai compris, ça tourne en rond, je saute, tu vois. Ah, excellent. Et du coup, Et justement, j'allais te demander à quel âge t'avais compris que t'étais un peu différent à ce niveau-là. mec, Et en depuis, fait, là, on a très l'anecdote. petit, voilà. Très petit, mec, je pense. Bah, déjà, depuis petit, j'avais un tic de dessiner depuis, je pense, depuis la grande section, un truc comme ça, tu vois. Ok. J'ai toujours dessiné, tu vois, j'ai toujours dessiné en cours, j'avais tout le temps des mots pour les parents, dessine en cours, ne suis pas, etc., tu vois. Mais, paradoxalement, quand on me posait une question, par exemple, ah, bah, tu suis pas et tout, c'est quoi ça? Bah, j'arrivais à répondre, tu vois. Mm. Ça énervait un peu les profs, tu vois, parce qu'ils se disaient, mais lui, en fait, il écoute, et il faut dessine ça. en même temps, et Ouais. en plus, il suit pas mon cours, tu vois. Et j'ai toujours eu pareil, un truc avec cette routine j'ai jamais aimé vraiment l'école, tu vois, aussi. Parce que ce côté très structurel, tu arrives à l'heure, tu fais ci, tu fais ça. Et même ce côté professeur qui dit, vous faites les exercices, la méthode c'est ça, tu vois. Moi, très tard, j'ai commencé à aimer, par exemple, les maths. Au collège, c'était catastrophique. J'avais des notes, j'avais des 4, des 6, des trucs comme ça, tu vois. Je faisais des cours du soir, et en fait, pareil, j'aimais pas ça, tu vois. Parce qu'en fait, je comprenais pas la logique derrière. Ouais, je comprends. Moi, c'était pareil. Je te disais... Moi, je pense que on se rejoint là-dessus parce que les mathématiques, en fait, c'est en étant adulte que je comprends l'importance des maths. Et je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est mal fait dans l'éducation nationale à ce niveau-là parce que à aucun moment il t'explique la nécessité que cela va t'apporter dans le quotidien. Et en fait, quand t'es enfant, tu vois le monde de ton différemment prisme. même. Donc tu te dis, bah en fait, là, je vois pas l'intérêt d'apprendre cette formule, d'apprendre ce truc, parce que dans la vie,
ça me sert à rien. Alors qu'encore le français, ça peut te C'est servir, ça, de bien savoir sûr. parler, Ouais. parler anglais, l'espagnol, Tous les trucs, de le rapporteur, même la le science compas, physique, voilà, tu vois. tu sais le monde qui t'entoure. Mm. Alors que les mathématiques, c'est abstrait, donc Mm. c'est l'art de l'abstraction. Ouais. Sauf que cette abstraction, tu l'as que plus tard. Et c'est quand t'as, entre guillemets, un peu vrai. laissé tomber les mathématiques que tu te rends compte, merde, là je comprends C'est pourquoi clair. c'est important. C'est clair, c'est clair. Ben moi, c'est que au lycée, je suis tombé sur un bon prof, tu vois, en STG, parce que j'avais fait une carrière classique, un parcours classique, Cursus, on va dire. cursus classique, exactement. On parle pas encore de carrière au lycée, c'est vrai. J'avais fait une littéraire, tu vois, parce que je me suis dit, bah vas-y, j'aime dessiner, je vais en art plastique et tout. C'est trop bien. Quand j'ai commencé à voir, il faut apprendre 25 textes en français, des trucs comme ça et tout. Je me suis dit, putain, où est-ce que je vais? Parce que je vais faire un parcours prof d'anglais, prof d'histoire géo, qu'est-ce que je vais faire concrètement derrière, tu vois? Et je voyais les mecs en STG, plus dans le concret, tu vois, marketing, communication. Je vois les mecs qui sont déjà en train d'apprendre des trucs compta, des trucs comme ça et tout. Et puis même, tu sais, même en troisième et tout, quand la CPE, elle te dit, tu veux faire quoi plus tard? C'est comme si tu as des voix qui sont plus premium que d'autres, tu vois. Le gars, il va te dire, bah, si tu vas en S et tout, t'es trop fort en maths, donc tu vas arriver à exceller. Si tu vas en L, bon, t'es un peu un troubadour qui jongle, tu vois. Tu vas être intermittent du spectacle. Voilà, intermittent du spectacle, tu vois. Et en gros, choisis ta voie là-dedans, tu vois. Et l'autre côté, c'était le mec qui apprend pas à l'école, bah, il va finir en BEP, en CAP, il va être maçon, il va être tout comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que en fait, Et c'est peut-être eux les mieux lotis. Et mec, quand tu regardes à l'heure de l'IA, c'est les métiers qui vont le moins sauter. Qui vont sauter en dernier. Parce que là, j'ai vu hier que Elon Musk avait prévu des robots à $20,000 qui vont remplacer tout le monde. J'ai vu ça aussi. Impressionnant, tu vois. Mais c'est là aussi tu remets en question tout le futur. Tu te dis, mais en fait, là, les gars qui sont en train de faire des études là actuellement. Ouais, bah comment ils font? C'est obsolète déjà d'entrée de jeu, tu vois. Là, j'ai terminé le podcast précédent avec Cash en disant, il m'a demandé quel était mon plus grand regret. Et j'ai dit, c'est d'avoir fait des études. Ouais, mec. Alors, heureusement que je m'en rends compte après les avoir effectuées, parce que du coup, ceux qui sont en train de les effectuer. Bien sûr, surtout les grandes écoles de marketing où les gars vont te dire, en fait, tu regardes, aujourd'hui avec Internet, c'est comme si ça a rebattu les cartes. Avant, à une époque, tu disais, moi je me rappelle quand j'étais peut-être allé au début du lycée, tu disais, j'ai vu une formation sur Internet, j'ai appris ça sur Internet, c'était hyper mal vu, tu vois. Le gars, tu disais, mais tu crois ce qu'il y a sur Internet, tu crois, voilà les trucs. Aujourd'hui, t'as que des vendeurs de formations sur Internet. Les gars payent des formations à, je sais pas, 2000, 3000 balles sur Internet parce que pour apprendre l'IA, etc., c'est devenu normal, tu vois. Mais ça, tu te dis, putain, à quel moment, tu vois, Internet est rentré dans nos vies aussi pour imposer, et l'IA, je pense que ça va être pareil aussi, à un moment donné. T'as des mecs qui sont réfractaires, je pense, moi aussi j'ai des amis. Bah moi, dans mon métier en lui-même, je suis obligé d'utiliser l'IA, tu vois, parce que déjà, avantage concurrentiel. Qui n'en est pas un, parce que du coup, qui n'utilise pas. Voilà, qui n'utilise pas, exactement. Moi, en tant que graphiste, ça me fait gagner énormément de temps, mec, parce que, par exemple, dans mon métier, par exemple, t'as des clients, ils vont me dire, est-ce que vous pouvez prendre cette photo, me l'agrandir, me la mettre sur un cadre, etc. Moi, je vais dire, bah ok. La photo, elle était prise sur un Nokia 3310, elle est dégueulasse. Elle m'envoie le truc. Je me passe ça dans l'IA, il te refait le truc en Ultra HD 4K. Il te retravaille les pixels comme si c'était la vraie photo. Le client, à la rigueur, il s'en fout, pour lui. Il veut le résultat. Il veut le résultat, tu vois. Et il y a... Peu importe le process. Voilà, peu importe le process. Et au contraire, il est content, il dit, ah, mais c'est bien, vous avez pu, la photo que je vous ai donnée, elle était top au final, tu vois. Il comprend pas tout le process derrière. Mais ça, il y a encore 10 ans de ça, bah, fallait retravailler la photo, pixel par pixel. Il y avait des trucs qui étaient pas bons, essayer de retravailler le truc un par un. Mais c'est là que tu te dis aussi, les gens qui vont pas utiliser l'IA, en fait, bah, ils passent à côté d'un gros truc aussi, tu vois, un gain de temps. Qui dit gain de temps, bah, un gain d'argent aussi, parce que tu peux prendre plus de clients, tu peux aller plus vite, tu vois. Mais encore une fois, c'est comme tout outil, t'as des gars qui vont arriver à l'utiliser, t'as des gars qui arriveront pas. Tu regardes, je sais pas, certainement le premier mec qui a découvert le feu en la préhistoire, c'est les gars, j'ai découvert ça, on peut cuire des trucs et tout, le mec a tu te dire, bah ça, mon gars, c'est dangereux, ça brûle des forêts, tu vois, c'est... Encore une fois, c'est comment tu utilises, tu vois. Comme des armes, comme un couteau tu peux l'utiliser pour
pour couper du pour pain. couper du bois, couper du pain ou couper des gens, tu vois. Ouais. Donc, à toi de bien utiliser l'outil. Je suis d'accord avec toi, l'IA, je pense que c'est un moyen aussi d'avoir un assistant personnel qui, en tout cas moi je l'utilise comme ça, Ouais, pareil. qui va me permettre de gagner du temps sur des tâches qui sont parfois hors de mon domaine de prédilection, on va dire. Par exemple, moi, quand je fais un montage, j'ai un doute sur une technique, je vais demander, voir un peu. Bah, après, il y a du tri à faire. Il faut aussi avoir un minimum de connaissances pour comprendre ce Bien que sûr. l'IA va Bien pouvoir donner comme information. Je l'utilise aussi pour reformuler parfois des mails, Ouais. pour être un peu plus parfois cordial ou à l'inverse Ouais, un peu moins, parce que ouais. quelquefois c'est dur Bien sûr. de trouver le bon compromis et après on remodifie, etc. Donc en fait l'IA c'est un assistant, c'est pas ça. un remplaçant pour le moment en tout cas. Après peut-être que Ça va le devenir à un moment oui, donné. ouais, et Ça puis va le cette devenir à un vidéo moment va très donné. mal vieillir du coup. Ouais, c'est clair, hein. Mais ouais, carrément. Puis tu te dis aussi, tu suis pas de toute façon. Tu regardes. C'est pour ça aussi, hein, si on revient un peu sur le côté polyvalent dont on parlait. Pour moi, t'as des métiers qui vont se spécialiser grâce à l'IA, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu regardes, t'as des médecins, ils font 10 ans d'études pour être médecin cardiologue ou ce que tu veux. Bah là, t'as des IA qui commencent à détecter les problèmes de cœur avant le mec, à 90% plus truc. Quand tu connais que tous les 6 mois, la technologie, elle augmente, elle double. Donc, tu te dis, bon, bah là, on va vers un truc qui va tuer des métiers, mais tuer aussi des carrières et tuer des familles, parce que c'est des mecs qui certainement avaient juré que par ça aussi, tu vois. Et quand t'as fait 10 ans d'études dans ta vie et que tu sais faire que ça, est-ce que demain, si le métier le plus rentable, c'est de faire maçon, est-ce que t'es prêt à troquer ta blouse contre une truelle ou une pelle, tu vois? Ça rejoue un peu les cartes comme Internet a rejoué les cartes aussi avec les commerces, tu vois. Avant, les gars, ils te disaient, ouais, bah, bouche à oreille, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu regardes, si un mec, il est pas sur Internet, dur de vivre du bouche à oreille, tu vois. Sauf peut-être quelques secteurs précis. Mais c'est là que tu te dis, le nerf de la guerre se joue quand même sur qui a l'outil ou qui a pas l'outil, tu vois. Ça reste la même chose. Pour les pays, ça peut être qui a l'arme nucléaire, qui a pas l'arme nucléaire. Pour les entreprises, ça peut être qui a une avance technologique sur qui, sur quoi, tu vois. Et quand je parlais de polyvalence, c'est un peu comme ne pas mettre aussi tous tes œufs dans le même panier, tu vois. Demain, j'avais vu un truc là-dessus où les mecs disaient que un millionnaire, par exemple, un entrepreneur millionnaire, il a entre 5 et 6 sources de revenus différentes, tu vois, en moyenne. Donc déjà, ça te dit direct que tu réussis dans quelque chose, mais demain, ça peut disparaître aussi si t'as pas quelque chose d'autre pour rattraper, pour couvrir des coûts. Compliqué, tu vois, compliqué. Donc, moi, ça, c'est un des trucs qui me convainc que je suis sur la bonne voie aussi en étant polyvalent, c'est que déjà, comme je te disais, la connexion, la systémique entre les différents domaines que j'arrive à relier. Donc, je te disais, je me dis, je suis graphiste, mais en fait, je suis un peu un directeur artistique au final, parce que j'arrive à faire un peu tout. Ça a un avantage, c'est que le client, s'il vient me voir, il me dit bah écoute, moi j'aimerais, tu sais, des fois les clients ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils te disent un prompt, comme en fait c'est exactement un prompt qui te demande l'IA, voilà, mais très basique. Ils vont te dire moi j'aimerais ça, mais j'aime bien le bleu, mais en logo plutôt un truc moderne. Bon bah ok, classique, voilà, comme tout le monde, voilà, comme tout le monde, tu vois. Donc l'idée c'est que moi j'arrive à creuser un peu, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une entreprise, c'est quoi le but derrière, comme je te disais pour le cas de Mr. Hype avec Cash pour la création de son logo. Et en creusant, à force de creuser et de connaître un peu tous les domaines, qu'est-ce qu'il recherche et tout, à un moment donné, il va me dire, ah ben peut-être que je vais faire des t-shirts pour la boîte, etc. Donc déjà, ça veut dire que je sais que ton logo va devoir être sur des t-shirts. Donc peut-être, potentiellement, voilà, il faut que du vectoriel, parce qu'il va passer par une entreprise qui fait de la broderie, qui fait des trucs comme ça. Donc ça me donne des indices, tu vois. Au final, je me retrouve à la place de l'IA à réfléchir du prompt et à dire est-ce que vous avez un meilleur prompt pour que je puisse vous aider, tu vois. Ça retourne un peu le truc. Mais
cette polyvalence-là me permet de me dire, bah ok, donc ça veut dire que votre logo, est-ce qu'il peut être animé? Est-ce que donc je peux m'occuper aussi de la com, de faire le motion, tu vois, je peux faire le motion design. Et souvent, c'est pas mal aussi parce que c'est ce que le client recherche, tu vois. Il aimerait avoir tout au même endroit, et dans l'idéal, de se dire, ben, j'ai pas à démarcher un autre graphiste qui fait aussi du motion, qui fait, voilà, lui réexpliquer tout, etc., tu vois. Et ben voilà, cette polyvalence aussi, c'est un gros avantage concurrentiel, tu vois, ça te permet, ben, au lieu d'avoir une équipe de 5 personnes, ben, tu peux le faire tout seul, en fait, tu vois, ouais, tu fais l'accueil, tu fais les trucs. Et moi, de par mes études aussi, j'ai fait ben, un peu de tout. Encore une fois, polyvalence, marketing, communication, commerce aussi. Je fais un peu de commercial aussi. Et voir comment travaillent les agences. Donc, je connais un petit peu, on va dire, tout le panel du métier, depuis en bas jusqu'en haut, tu vois. Et c'est pas forcément qu'un avantage aussi. Quand t'es polyvalent, donc tu me parlais de c'est quoi le regard des autres et tout. Bah, comme je te dis, les gens, des fois, ils te voient comme un extraterrestre, en fait. T'es, le gars, il fait tout, il fait ça. Là, j'ai des mecs que je rencontre pour la première fois, donc peut-être toi aussi dans ton cas. Je rencontre un gars, par exemple, il va me dire ah, mais tu fais ça et tout. Ah, ouais, c'est bien. Donc, il arrive à me classer. Il me dit ok, toi, t'es graphiste et tout. Il arrive chez moi, il voit une machine à coudre, tu vois. Il me fait ah, ta femme, elle fait de la couture et tout. Je dis non, non, moi, des fois, je couds des trucs, tu vois. Il rigole, tu vois. Il me dit, bah, gars, d'où un mec qui fait des arts martiaux, fait de la couture, fait des petits trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Et bah, la catégorisation des gens, tu vois, tu le vois direct dans le regard, il change. Parce que le gars, il se dit, je m'imaginais ça je m'imaginais ça. Et en fait, c'est comme s'il a été un peu trahi, tu vois. Il y a une dissonance cognitive où il se dit, putain, mais qui est ce mec qui fait de la couture, je pense que c'est parce que ça nous rassure, ça rassure l'être humain de pouvoir classifier les gens dans des domaines bien précis avec tous les stéréotypes que ça engendre. Parce que je pense que notre cerveau, il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Mais, et c'est ça aussi la beauté de l'être humain, c'est après, en discutant, on peut désamorcer, on peut voilà, aussi apprendre à mieux connaître la personne. Et donc, petite parenthèse, mais du coup, le podcast, il est là aussi pour ça. Et de se dire que le format long, il va permettre peut-être à des gens qui te voyaient d'une certaine facette sur les réseaux sociaux, ils vont se dire, ah, mais en fait, il est sympa. mais des fois, t'as des mecs qui me connaissent, comme je te dis, dans un cadre pro. Ils vont me voir faire du MMA, soulever des mecs et tout. Ils vont se dire, putain, mais attends, c'est le gars qui était en chemise avec moi hier, tu vois, qui est en train de faire ça. Ils vont me voir en train de faire un dessin, un graphe sur un mur ou un truc comme ça. Après, ils vont pas comprendre tout de suite le personnage, tu vois. Et même, tu vois, même sur mon Instagram, tout à l'heure, quand tu l'as dit, sur le Insta, même moi, c'est difficile pour moi de savoir qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je peux pas partager, parce que faut que ça reste quand même cohérent, etc. Je partage du sport en général. Il y a peut-être, 4 ans de ça, j'ai eu un délire sur le tir à l'arc, tu vois. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'achète un arc, j'ai toujours un truc, je suis sagittaire et tout, faut que j'ai un arc, c'est un gros délire, tu vois. Et je me mets, tu vois, quand je me mets dans un sujet, je bosse le truc pendant, limite, je dors, je mange, je bois le truc, le sujet, donc je vais regarder tous les forums, je vais regarder tous les tutos, je vais regarder tous les trucs et tout, et je teste moi-même aussi, tu vois. Il y a une espèce de méthode aussi dans ce que je fais, c'est que je teste d'abord même avant que on m'explique qu'est-ce que c'est, comme ça que j'essaye de comprendre la machinerie du truc, tu vois. Enfin, je me dis, bon, ok, c'est juste un arc, une corde, une flèche, tu tires en arrière, tu tires et ça part, quoi. Et en fait, t'as des gros concepts quand même de physique, t'as des concepts d'art, parce que t'as par exemple, chez les Japonais, ils ont un truc qui s'appelle Kyudo, c'est du tir à l'arc japonais, mais eux, ils utilisaient ça en temps de guerre, donc c'est dans un autre contexte qu'ils faisaient du tir à l'arc. Toi, t'es là, en occidental, tu te dis, je veux viser le milieu, là-bas, lui, c'est une question de vie ou de mort s'il touche pas, tu vois. Donc, t'as tous les principes philosophiques aussi autour du Kyudo, donc où il t'explique la respiration. D'ailleurs, on parlera du Japon aussi, qui est avec une philosophie hyper intéressante, notamment sur les arts martiaux, mais sur toute la philosophie japonaise aussi. Déjà, rien que sur le tir à l'arc, tu vois, en Occident, nous, on a un gros problème de résultat, tu vois. Faut toucher au milieu, les gars. Si vous touchez à côté, vous avez raté et vous êtes nuls, quoi, tu vois. Au Japon, c'est différent, on va te dire, adopte d'abord le bon geste, et après, tu tires. Et si ça n'a pas touché, ça importe peu, parce que ce qui importe, c'est ta posture, c'est ce que tu as ressenti, c'est est-ce que tu étais en train de viser la cible, est-ce que ton attention, ton focus était sur la cible ou pas.
Et si ça touche ou pas, ben, c'est des facteurs qui étaient pas dans ta main, tu vois. Ça peut être le vent, ça peut être, je sais pas, la courbure de l'espace-temps qui fait que ça va pas toucher. Mais en fait, dans cette philosophie-là aussi, je m'y reconnais pas mal, c'est que, ben, en fait, maîtrise déjà ce que toi, tu as la main dessus, tu vois. Et bah pareil, même philosophie martiale, pareil, tout le côté Bushido, d'honneur, de contrôle de soi. En fait, d'où tout hérite. Désolé les gars si je pars dans des sujets hyper faut suivre, tu vois. Mais ouais, en gros, la philosophie de polyvalence, elle a un intérêt quand c'est un système de crise aussi, tu vois. Pourquoi? Parce que tu regardes quand t'es un samouraï japonais, par exemple, en pleine guerre, tu perds ton sabre, c'est comme si que t'es mort, tu vois. Parce que ben t'as plus de quoi te défendre sur le champ de bataille. Le Bushido, par exemple, ils vont t'apprendre ben, à combattre à main nue. C'est comme ça qu'est né le karaté après, c'est comme ça qu'est né le judo aussi. En fait, ça sort de toute une grande branche du Bushido, qui était d'abord un art de guerre, et qui a été traduit en art de paix, en fait, parmi tout le peuple. Et tu vois. Bushido, Ça veut dire, alors, le Bushi, c'est le guerrier, le Do, c'est la voix, tu vois. Ok. Donc, c'est la voix du guerrier. D'accord. Et c'était un art martial complet, en fait. En fait, ça s'appelle même pas un art martial, puisque c'est de la stratégie militaire, en fait, tu vois. Ok. T'es sur le terrain, tu sais monter à cheval, tu sais tirer à l'arc, t'es En fait, complet. c'est tout ce qui englobe le L'art de la combat. guerre, Ok. ouais. L'art de la guerre. Et ouais, un vrai guerrier, tu le reconnais à, ben, il est polyvalent, en fait. Tu vois, sur le terrain, c'est jamais le même terrain partout. Des fois, il pleut, des fois, il y a des trous, des fois, ton cheval, il est blessé, donc faut que tu continues à pied. Il y a aucune certitude, tu vois. Donc, si t'es pas polyvalent, en fait, bah, tu peux mourir, tu vois. C'est sur le champ de bataille. Quand tu sais que l'autre gars en face, il a la même mentalité aussi, et là, en plus, c'est des mentalités un peu plus sombres, humaines, tu vois, de survie. Euh, tu réfléchis pas pareil. Quand tu regardes, nous, quand t'as les promos à Carrefour où les mecs ils vont sauter sur les kilos de langoustes, des trucs comme ça. T'as une espèce de survie, mais bon, s'il a pas sa langouste, il meurt pas, tu vois. C'est là que tu te dis aussi, putain, si demain, qu'est-ce que ça devait être à l'époque, tu vois. Qu'est-ce que ça sera Qu'est-ce que ça se serait demain s'il y a plus de langouste à la Réunion, que le sambo il est plus à 1 euro, que voilà, tu C'est vois. là que t'es content d'avoir fait des arts martiaux. Bah ouais, voilà, c'est là que t'es content de maîtriser les Et trucs. d'ailleurs, qu'est-ce que les arts martiaux t'ont principalement appris? Ouais. S'il y avait une chose que tu as apprise grâce aux arts martiaux sur toi-même ou Bonne question. T'apprends encore tous les jours, tu vois, même si tu connais un peu les principes. Continue. Vas-y. T'apprends encore tous les jours des arts martiaux, que ce soit techniquement ou même philosophiquement, tu vois. D'ailleurs, il y a un principe, j'en profite, je cale ça, avant que j'oublie. Il y a un principe dans les arts martiaux japonais qui s'appelle le Shingitai. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non. En fait, déjà, c'est... Bushido, je connaissais de nom parce Ouais. que la chaîne Karaté Bushido, je Karaté regarde Bushido, parfois. exactement, ouais, avec Greg MMA. Ouais, Ouais. mais plus maintenant d'ailleurs, c'est Starboski qui a repris. Ah, d'accord, ok. Et maintenant, il a développé sa propre chaîne. Ok. Trêve de parenthèse, mais du coup, Bushido, je savais même pas ce que ça voulait dire. Ouais. Je savais que Ouais, c'était c'est en lien l'art de la avec les arts guerre, en martiaux, fait. C'est ok. l'art de la guerre en général. Et donc, t'as un principe qui s'appelle Shingitai, que mon club de judo essaye de transmettre, parce qu'en fait, c'est des principes japonais. C'est un peu comme l'ikigai. C'est des principes t'arrives pas forcément à expliquer, parce que c'est des principes purement japonais, tu vois. Et ça peut vouloir dire plein de choses dans la traduction y a occidentale. pas de traduction littérale, quoi. Exactement. Et le Shingitai, c'est comme un triangle, en fait. T'as le Shin, le Gi et le Tai. Donc Shin, S-H-I-N, donc l'esprit, tu vois. Okay. Le Gi, c'est le corps. C'est le corps, ça peut être, tu sais, en judo, le Gi, c'est ton kimono. Ça peut être ton armure, mais c'est aussi ton squelette, ton corps, tu vois. Ça, on dit, il y a des concours de no-gi et de gi en JJB. Enfin, ils font sans les kimonos et les trucs, tu vois. D'accord, parce que c'est la... C'est ton, ouais. Parce que de base, le kimono, c'est une armure, tu vois. C'est une armure en tissu, mais c'était juste pour pouvoir pratiquer sans l'armure en métal, justement, tu vois. Donc ça a été plus en mode, voilà, pour pratique. Donc le côté pratique, et donc t'as le Shin, le Gi, et t'as le Tai, T-A-I, tréma. Et le Tai, c'est la technique. Mais pareil, encore une fois, c'est la technique dans le sens
bah, ça peut être la technique martiale, mais ça peut être la façon dont tu fais, tu vois. Donc c'est large aussi. Et donc ce triptyque-là, ce triangle-là, il va en gros regrouper le guerrier que tu es, en gros la personne que tu es. C'est pour ça que je te dis, c'est un lien entre l'entrepreneuriat, le martial, le sportif, etc. Parce que ce triangle-là, en fait, crée l'équilibre de la personne que tu es. S'il y en a un qui est défaillant, le Shin par exemple est défaillant, et ben les autres vont être défaillants aussi. Ouais. Tu peux être très fort en gi, avoir un corps très musclé, tu vois. Tu vas à la salle, t'es très musclé, et t'as une mauvaise technique. Bah, dans les arts martiaux, ça passera pas, tu vois. T'as une mauvaise souplesse. Voilà, t'as une mauvaise souplesse, par exemple. Bah, tu vas te blesser plus facilement, tu arriveras pas. Ou encore une fois, tu sais, dans les arts martiaux, t'as beaucoup de voix qui se créent, un peu de bullshido aussi. T'as des mecs qui créent des arts martiaux chelous avec des trucs un peu philosophiques aussi. T'en penses quoi d'ailleurs des techniques d'autodéfense? Je sais pas si tu connais, de Ropers et tout ça. Frank Ropers, ben, franchement, moi j'ai un petit. Après, t'as des gars qui sont un peu légitimes à parler de ça, tu vois. Mais ce qu'il faut retenir, en gros, c'est si t'es dans un dojo en sécurité, en train de pratiquer avec des amis à toi, une technique de self-défense, oui, c'est ce sera jamais transférable dans un cas réel parce que t'es dans un dojo, t'es en sécurité, t'es avec tes amis, y a aucun stress, tu viens là après le travail, y a pas même de conditions de contexte, tu vois. Pour moi, le vrai cadre, en fait, c'est même compliqué de t'entraîner à la self-défense, de le recréer, parce que ça voudrait dire... Tu peux tomber sur n'importe qui. Moi, ça me fait un petit peu... pas rire, parce que c'est important quand même que les gens sachent se défendre un minimum. Ouais. Mais lorsque je vois les entraînements où ils essayent de recréer des situations avec des couteaux notamment, je me dis mais n'importe quoi. Le mec, n'importe qui avec un couteau, même sans faire exprès, il peut te trancher le bras. Qu'est-ce que tu fais après? Tu es en train de te vider ton sang. C'est ça qu'on te dira savoir ce que tu... toujours, mec, le truc à faire face à un couteau, c'est de te barrer. L'objectif reste toujours le même, c'est survivre. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, vaut mieux que tu rentres chez toi avec... la pression d'avoir été un peu de honte et un peu de doute sur toi-même, et tu manges un bon carré le soir, t'es tranquille, tu dors bien, que tu finis aux urgences, t'attends 4 heures avec un trou dans le bide. Tout à fait. Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, parce que tu peux mourir, bien sûr, il y a des cas... D'ailleurs, on pourra parler de ça aussi, t'as une histoire, je sais plus où j'avais lu ça dans un livre. En fait, c'est un mec qui sort en boîte de nuit, il est champion dans sa discipline d'arts martiaux, je sais plus c'était laquelle. Et en fait, il y a quelqu'un qui vient, un mec sous drogue qui vient l'aborder, qui essaye de l'attaquer avec un couteau. Le mec le maîtrise avec brio, etc. Étranglement arrière, il tient le couteau et tout. Et le drogué, en fait, par réflexe, quand il est en train de se faire étrangler, il tape, tu vois. Et le réflexe du mec, c'est de lâcher. Et là, il se prend le coup de couteau, tu vois. Le mec se retourne et le plante. En fait, dans la rue, quoi. Et il meurt de ça, tu vois. Et c'est là que je te dis aussi, tout ce que tu apprends dans un dojo, et dans un contexte de dojo, tu vois, et que tu pourras jamais vraiment dire, bon bah écoute, peut-être la seule façon c'est d'aller dans la rue et d'aller affronter des gens au hasard, des agresseurs, te mettre dans des conditions où tu dis, bah je mets une grosse chaîne en or de mon cou, je vais dans un quartier qui craint, tu vois. Et c'est pour ça que les mecs qui, pour revenir sur le Shingitai, qui vont développer que la partie Shin ou que la partie Tai, par exemple, que la partie théorique technique, t'as des mecs qui vont faire ça. Dire écoutez, vous prenez la main, vous la tordez comme ça, il va descendre, etc. Et ils répètent de la technique. Ils sont pas dans la partie réelle, parce que quand tu vas les mettre dans un vrai combat, t'as de l'adrénaline qui monte, t'es dans un contexte compliqué, des fois t'es en chemise, t'as ta copine avec toi, t'es pas à l'aise, t'as des paramètres. Voilà, t'as des paramètres, t'as des facteurs qui sont pas du tout pris en compte. L'environnement aussi, parce que l'environnement. Imagine, t'es à côté de. T'as un trottoir, t'as des gens, même t'as des mamies autour, t'as des voitures et tout, ouais, carrément. Et puis même, des fois, t'es pas dans le mood de te battre aussi, tu vois, t'es peut-être éméché, t'as bu, tu vois, t'es dans un autre contexte. Et ou t'es blessé. Ou t'es blessé aussi, ouais, bien sûr. Fois où je me dis, ok, t'as fait 10 ans d'arts martiaux, t'as fait 10 ans de boxe, etc., mais t'as eu l'épaule démise. Souvent, en plus, t'as des mecs blessés qui pratiquent, tu vois. C'est ça, et tu te balades dans la rue, et là, tu te dis, merde, est-ce que là, je peux rien faire. Je suis autant victime que n'importe qui. C'est clair, mais tu te dis, putain, bon, prends-moi prends mon téléphone, prends mon argent, et c'est tout, on se retrouvera la semaine prochaine, tu vois. Mais c'est ça, mais...
c'est là que tu te dis, en fait, ce triptyque de Shingitai là, c'est développer ces 3 parties-là uniformément, sans en délaisser une autre, en gros. Et c'est applicable dans ta vie de tous les jours, c'est applicable dans les arts martiaux. Et je dis tout le temps à mes élèves au dojo, je dis les gars, parce que je donne des cours au dojo aussi avec. Je viens de le comprendre. Je donne des cours au dojo et je dis tout le temps à mes élèves, je dis les gars, mais ce que je vous apprends là sur cette technique-là, il faut le reproduire dehors, tu vois. Et souvent ils rigolent, ils disent oh on va faire ça sur les gens dehors et tout. Et je dis non les gars, il faut reproduire la mentalité de ce qui se passe ici. Et c'est compliqué pour comprendre. Pas l'action en fait. Voilà, faut comprendre en fait le process parce que par exemple j'explique une technique, tu vois. Je vais dire bah, par exemple là aujourd'hui je t'explique une technique, une clé de bras, etc. Utilise un levier, tu vois, au lieu de forcer comme un bourrin, utilise des leviers, parce que c'est plus simple, ça te demande moins d'énergie, tu utilises des trucs qui physiquement, c'est de la biomécanique au final des arts martiaux, tu vois. Tu utilises des leviers qui vont faire plus mal à ton adversaire, qui vont t'enlever moins d'énergie. Et quand j'essaie d'expliquer ça, je leur dis, mais les gars, mais faites pareil en dehors, tu vois. Et ils rigolent. Et je pense qu'il y en a, ils comprennent, il y en a qui comprennent pas, parce que t'as des adolescents. Il y en a qui comprendront plus tard. Qui comprendront plus tard, tu vois. Mais c'est le rôle du maître aussi de faire ça, parce que moi, il y a des trucs que mes profs, ils m'ont dit il y a 20 ans, que je comprends que là, tu vois. Je me dis, putain, il y a un prof qui me parlait de transmission, il me disait, non, le plus important, c'est pas tes diplômes, tes médailles, tout ça, les médailles, ça rouille dans les tiroirs, tu vois. Et tu sais, quand t'as 17 ans, 18 ans, tu te dis, non, la compétition, moi, je suis compète, je suis truc, je veux des médailles, je veux des trucs, je veux ma ceinture et tout. Et mon prof, c'est le premier à dire, ben, la ceinture, c'est pour tenir ton kimono, tu vois. C'est sa seule fonction, quelle que soit sa couleur, c'est pour tenir son kimono. Et c'est vrai que quand t'as un recul là-dessus après, des années après, tu tiltes, quand t'es sous la douche, tu fais, putain, en fait, il m'a dit ça il y a 20 ans, j'ai pas tilté, je suis con et tout. Le flashback, tu le revois parler et tout. Tu te dis, putain, en fait, il parlait de ça. Et tout le temps, quand je dis ça à mes élèves, je dis, mais les gars, utilisez des leviers et tout, mais en fait, des fois, t'as des élèves, ils me parlent de leur vie pro ou extérieure et tout, en dehors du dojo, ils me disent, ouais, il y a ça et tout. Je dis, mais mec, mais c'est la même chose. Au lieu que tu fasses le bourrin, aller essayer de forcer là-dedans, trouve une autre manière d'avoir un levier là-dessus, tu vois. Ou déplace-toi. Des fois, t'acharnes pas. Des fois, t'as des mecs qui vont essayer de tenter une technique, parce que c'est la seule technique qu'ils connaissent, donc ils se disent, bah, il faut que je la rentre, il faut que je la rentre, il faut que je la rentre. Et du coup, c'est tellement prévisible, parce que tu vois le mec en train d'essayer de faire ça, que bah l'adversaire en face c'est comme si qui t'appelle et te fait bon bah je vais venir faire la technique là, prépare-toi. Donc c'est hyper téléphoné. Au foot c'est ça. Voilà, on dit c'est téléphoné. Voilà, c'est ça, il m'envoie un texto et il me dit il passe, tu vois. Et ben c'est tellement téléphoné que la technique ne passe pas. Et tout ce côté aussi de flow, tu vois, qui est parce qu'au final le judo par exemple, c'est le sport que j'ai fait en majorité. Le judo pareil, c'est le do, c'est toujours la voix. Ouais. Le jus de judo, c'est la souplesse, tu vois. Okay. Et en tant qu'occidentaux, pareil, tu pourrais dire, ah, bah, c'est la voie de la souplesse, c'est comme en gym, tu dois être très souple pour faire et tout. Et pareil, en japonais, le ju, c'est plus le flow, tu vois. C'est arriver, c'est la souplesse mentale, c'est la souplesse technique, c'est la souplesse du corps, mais c'est une globalité. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que ça ressemble plus à un état de flow, en fait, tu vois. T'es tellement bien dans tout ce que tu fais, que ça coule, voilà, tu calcules même plus, t'as répété la technique plusieurs fois. Et principe Shingitai, mec, c'est hyper puissant. Je conseille même les gens d'adapter ça à ce qu'ils font, parce que souvent, tu te rends pas compte que tu développes qu'une seule partie, tu vois, et t'as une lacune dans l'autre, et t'auras toujours un des côtés à développer. Tu parles même pour les gens qui pratiqueraient pas d'arts martiaux. Même pour, bien sûr. Ce que j'allais dire, moi, du coup, pour parler de mon expérience personnelle sur la partie sportive, pendant un temps, j'ai beaucoup développé la force en allant à la salle, en me disant je veux pousser le maximum au développé couché, etc. C'est les goals C'est ça, et du coup, quand j'ai commencé l'anglaise il y a à peu près 2 ans, je me suis rendu compte que c'était un désavantage énorme d'avoir trop de musculature. Et donc maintenant, je fais un peu un travail différent où j'essaye de faire un entraînement un peu plus complet avec du street workout, avec un peu plus de cardio pour pouvoir justement gagner en rapidité et en efficacité en anglaise. Et en fait, j'ai travaillé un des aspects du triangle plus qu'un autre et je m'en suis rendu compte là. Et donc là, j'essaye de compenser un petit peu. Trop bien. Mais après, pareil, hein, boxe anglaise, tu regardes JJB, judo, MMA. En fait, c'est le même combat, pour pas faire un jeu de mots, tu vois. C'est la recherche d'une maîtrise de ton corps, de ton esprit,
Je fais des chèques aussi, tu vois. Des fois, même avec on parlera de Cobra Fight aussi, du dojo. Nous, tu peux arriver dans le dojo, on est en train de faire de la boxe anglaise. 15 minutes après, on est en train de faire du JB. 15 minutes après, tu vois, en train de faire. Il y a un gars, il est en train d'apprendre le salto. Ah, venez m'aider à apprendre le salto, tu vois. Donc, et du coup, cette salle, c'est où? C'est à Saint-Denis? C'est à Saint-Denis, ouais. On est à côté du lycée Lecomte de Lille. En fait, on a une petite salle de commune, là. Petite salle communale. Et donc, vous apprenez les arts martiaux. Il n'y a pas de sport particulier? C'est ça. Et il y a plein de gens qui pensent qu'on fait du MMA, tu vois. Parce qu'il y a différents. Voilà, parce que c'est d'où le mot mixed martial art, tu vois. Mais je pense qu'on va même plus loin que le terme MMA, parce que le MMA en lui-même devient une catégorie, tu sais, à l'époque, c'était quand l'UFC commençait à faire les combats, qui gagne contre un judoka face à un karatéka, il voulait vraiment prouver quel était l'art martial le plus fort, tu vois. Ouais. Et ça a créé un art martial à part entière, au final. Ouais, parce qu'il n'y en a pas un plus fort que l'autre, c'est l'important c'est de tout. Au final, c'est une adaptation. Encore une fois, tu vois, il y a un côté polyvalent aussi là-dedans. Tu veux maîtriser dans la cage, faut que tu arrives à faire du sol. Et c'est la démonstration physique que tu veux réussir dans un domaine et maîtriser les autres spécialités. Tu es obligé de connaître une partie des autres spécialités pour pouvoir réussir et gagner sur leur territoire, en fait, tu vois. Et raison de plus qui me concerne dans l'idée d'être polyvalent encore plus, parce que de mon environnement, là on parle quoi là du Cobra Fight? Oui, de Cobra Fight, de Cobra Fight. Cobra Fight, c'est assez spécial, et je pense que c'est un des projets qui me ressemble le plus long terme que j'ai fait, tu vois, parce que j'ai plein de projets, comme je t'ai dit, je touche tellement à plein de choses que c'est des essais-erreurs, tu vois. T'as des trucs, je vais être avec un pote, là, hier, par exemple, on était avec un pote. Je me dis, mec, avec l'IA et tout, on peut faire des applications comme ça maintenant. Vas-y, j'ai une idée d'appli, on va faire ça tout de suite, tu vois. Et pendant 2 heures, moi, je fais le prompt, lui, il commence à coder et tout, on fait le truc. On arrive avec une appli finie. On est en mode, putain, mais même moi, j'hallucine, tu vois. Putain, on a fait une appli en 2 heures, 3 heures, tu vois. Le truc est fou. Et t'as des projets aussi que je teste mais qui marchent pas, tu vois. Des fois, je vais abandonner. Par exemple, moi, je fais du nunchaku. Comme Bruce Lee. Voilà, exactement. T'as des gens, d'ailleurs, qui me connaissent certainement sur le podcast comme ça, tu vois. J'arrive à faire les yeux fermés, j'ai déjà fait des shows, etc. Ça, c'est un truc que j'ai bossé à fond aussi, à une époque. Ça doit pas être évident, ça. C'est hyper, mec, c'est un mélange entre l'art martial, de la jonglerie, et puis c'est risqué. Tu t'es pris combien de fois dans la tête? Plein de fois. J'ai déjà eu dans les coudes, dans les genoux, dans la tempe. Et c'est un truc qui te... Ouais, mec, ça te met l'humilité directe parce que tu penses maîtriser un mouvement. Et d'un coup, bam, tu vois. Tu prends trop confiance et tout. Et c'est que de la répétition, tu vois. C'est un truc, tu testes. Ton cerveau, il apprend. Et j'avais testé à première main, main droite. Après, je me dis, putain, vas-y, au bout de 2-3 mois, je vais tester la gauche et tout. Tu recommences à zéro, en fait, parce que ton cerveau, c'est l'autre partie du cerveau de la main gauche. Donc, tu dois tout recommencer de zéro. Et nunchaku, j'ai découvert justement par le biais de Cobra Fight. D'accord. Un des membres qui, tu sais, comme on mélange tout, t'as un mec, un jour, il ramène un nunchaku, un gars, il a ramené un katana. Voilà, il dit, oh, les gars, regardez ce que j'ai et tout, c'était à mon père et tout. Et je découvre ça comme ça, par hasard. Tu vois, vas-y, je teste et tout. Et mon truc, moi, j'ai toujours aimé aussi les trucs simples mais complexes, tu vois, genre ça a l'air simple comme ça. T'as déjà fait du yo-yo? Je crois que quand j'étais petit, j'avais bloqué là-dessus, c'est surtout avec les lumières et tout, là, je me disais putain, comment ça tourne en bas, ça reste en bas, ça remonte. En vrai, ça paraît simple, mais il y en a qui font des trucs de ouf. Ouais, mec, les bilboquets, des trucs comme ça. Mais tu vois, pareil, j'ai fait une période où j'ai fait plein de skateboard aussi, pendant 3-4 ans, j'ai poncé le skate. Je crois pareil, je suis arrivé à 70% des techniques sur le skateboard, je faisais 3-6 flips, des grinds et tout. Et après, à partir d'un moment, quand je me dis c'est bon, j'ai assez... C'est bon, tu vois, si je continue à aller trop là-dedans, en fait, je perds du temps sur d'autres trucs que je pourrais apprendre, tu vois. Donc, je le garde toujours dans un coin. C'est des skills qui me permettent toujours de... En plus, ça s'oublie pas, parce que j'imagine que quand t'atteins 70% de maîtrise de quelque chose, mec, t'as une maîtrise quand même. Dans 10 ans, voilà, c'est ça. Tu perds pas. Puis même, tu pratiques un peu souvent, tu vois. Moi, des fois, je me dis, allez, je me fais un délire, je vais faire un peu de skate.
Tu perds pas facilement parce que tu as quand même une espèce de mémoire musculaire et en même temps une mémoire de technique que tu perds pas, tu vois. Tu repasses encore une semaine dessus, c'est bon, tu vas retrouver tes capacités. C'est ça qui est bien aussi avec le cerveau, tu vois, c'est malléable, donc tu peux facilement retrouver. En fait, j'ai l'impression que c'est des cases qui vont être ouvertes au moment où t'en as besoin, ou au moment où tu... C'est exactement ça. Et en plus, en ce moment, pareil aussi, je me mets à fond sur le cerveau aussi, parce que tu as des études en ce moment qui regardent un peu plus comment le cerveau fonctionne en détail. Ben, t'as des gens... Ben, par exemple, là, j'ai appris aussi, là, il y a un mois, que le cerveau apprend sur la répétition, mais aussi sur le repos, tu vois. En fait, les scientifiques pensaient que c'était beaucoup de répétitions qui ancraient un mouvement. Et en fait, c'est surtout le cheminement. Tu sais, c'est comme une autoroute, en fait, si tu dois symboliser ça. Plus tu vas passer par ce chemin-là, plus ce chemin-là va s'éclaircir, il y aura moins d'herbe, tu vois, il va devenir un vrai chemin. Et plus ce sera facile d'accès. Et plus ce sera facile d'accès, tu vois. Et moins tu l'utilises, plus l'herbe repousse et moins tu peux passer, tu vois. Et pour revenir sur le skate, tous les autres trucs que j'ai testés, c'est exactement la même chose. Plus tu passes par là, ou plus tu crées des liens entre les chemins, des fois tu vas creuser des chemins entre les chemins. Donc, ça t'aide à avoir quand même un petit élagage du chemin de temps en temps, tu vois, et de pas perdre. Et pour revenir à Cobra Fight, ça a été créé il y a plus de 15 ans de ça. Donc je devais avoir la vingtaine. Ça part d'un principe simple. Moi, je faisais du judo. J'avais d'autres potes dans mon club de judo aussi qui faisaient des compétitions. D'accord. Et on faisait des compétitions de judo. Et en fait, du jour au lendemain, mon prof de jujitsu, parce que c'est judo jujitsu, il me dit ça t'intéresserait pas de faire une compétition à Maurice, mais pas en judo, en jujitsu fighting, tu vois. C'est une discipline que je connais pas du tout, tu vois, à l'époque. Et c'est du JJB. Alors ça ressemble, ouais, mais c'est plus complexe parce qu'en fait, comme je te disais, t'as le Bushido qui a créé après la paix, t'as eu plusieurs. Les gars ont continué à faire apprendre aux troupes militaires, malgré qu'il y ait la paix, les différents arts guerriers, tu vois. Sauf que comme c'était plus nécessaire, il y avait plus de guerre. C'était moins, c'est comme ça en fait que les arts martiaux sont devenus plus théoriques aussi et plus bullshit aussi parce que t'as plus une condition de survie derrière. Ta vie n'en dépend plus. Ça devient donc ça peut plus folklorique. Tu vois, des mecs qui peuvent te dire moi j'ai un pouvoir de chi, je t'envoie là-bas, tu tombes. Les mecs sur un champ de bataille, la sélection naturelle fait que ça n'existe pas, tu vois. Si tu vas vite mourir, voilà. Tu vas vite mourir, donc. Quand la paix a commencé à revenir au Japon, t'as plusieurs endroits en fait qui ont développé leurs propres arts martiaux selon leurs conditions. Tu regardes par exemple à Okinawa, le karaté s'est développé sous une condition de guerre imminente aussi. Le nunchaku d'ailleurs a été développé comme ça aussi. Et donc à la base le nunchaku c'était pareil, c'est un outil. C'est un outil agricole, le truc. Ah oui, d'accord. C'est comme si que je te dis, c'est une ça peut être comme une faucille, voilà, tu vois, mais ça servait à écortiquer le blé, tu vois. Donc tu tapes dessus, mécaniquement, ça enlève la petite écorce. Et les paysans, ils se mettaient en position asiatique, assis là. Ils tapaient dessus, tu vois, t'avais des plus ou moins grands, avec des plus grands leviers, donc t'as des armes qui sont développées comme ça. Et en fait, le contexte qui s'était développé, c'est que, je sais plus, il y avait un contexte où dans la préfecture, certains paysans ne pouvaient plus avoir des armes sur eux, c'était interdit, il y avait un contexte un peu de guerre aussi. Les paysans, ils se sont dit, ouais, mais nous, on peut se faire voler par des voleurs sur la route, les samouraïs qui venaient mettre l'ordre, en fait, des fois, ils usaient de leur pouvoir plus qu'il en était, les raquettaient et tout, et ils voulaient un moyen de défense. Donc ils se sont dit, comment on peut avoir des armes sans que ce soit vu comme des armes, tu vois. Donc ils utilisaient leurs outils agricoles, ça peut être des bâtons, ça peut être du nunchaku, voilà. Des fléaux, en fait, tu vois. Et il y en a qui te disent que la légende te dit que le nunchaku vient d'un mort de cheval, tu sais, c'était pour maîtriser les chevaux. Il y en a qui te disent que c'était un outil agricole, et en fait, il y a une espèce de légende un peu autour, mais tu sais que c'était pas une arme de base, et que les mecs se défendaient avec ça. Et au départ, c'était une corde qui reliait deux bâtons. Le nunchaku, d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire deux bâtons liés, quoi, en japonais. Et les mecs, quand ils voyaient que t'avais ça sur toi, ils comprenaient rapidement que c'était pas l'outil agricole, tu vois, ils coupaient la corde. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis en métal. Okay. Après, tu vois, ils se sont dit non, les mecs, pour pas que ça coupe ou que ça s'abîme,
on va mettre en métal. Et toute l'histoire de ça fait que tu te dis, putain, c'est ouf comment un peuple peut s'adapter en fonction d'une contrainte aussi, tu vois. Clairement. Et tu t'adaptes. Et pareil, encore une fois, un outil polyvalent, à la fois agricole, à la fois arme. Et tout le karaté utilise... t'as une partie du karaté qui utilise le nunchaku, t'as une partie karaté qui va faire, par exemple, que du kata, t'as une partie karaté Kyokushinkai, par exemple, que ça va être vraiment taper à la dure, t'as une partie karaté... Shotokan, donc qui est plus kata, démonstration à la touche, etc. Et en fait, tout ça vient vraiment du Bushido, tu vois. Et le Jiu-Jitsu brésilien vient du judo, de base. C'était un lien entre le Japon et le Brésil. D'accord. Donc c'était un des Il y a élèves... le Jiu-Jitsu, il y a Voilà. du Japon. Et en fait, le Jiu-Jitsu, c'est, on va dire, le petit du Bushido, en fait, tu vois. Ça regroupe le combat debout. Et donc c'est là-dessus que toi tu devais aller faire Bah, une compétition en fait, voilà, à c'est ça. Maurice. C'est ça. Et ça regroupe un peu le... Et t'en avais jamais pratiqué J'en avais jamais pratiqué, ouais, c'était en 2011. Et c'était, les règles, si tu veux, c'est un mélange de karaté, de judo et de jiu-jitsu brésilien, en gros. Donc tu peux frapper en haut, t'as des frappes, t'as de la projection. Okay. Ça ressemble à du MMA, mais c'est, je trouve, un peu plus cool parce que t'as moins de KO. Déjà, t'as pas le droit au KO. Okay. Et tu parce dois que avoir... les frappes, du coup, sont touchés. Voilà, c'est que à la touche. Voilà. Et tu gagnes des points, t'as un système de points. Et c'est un peu comme au karaté quand tu regardes les Jeux Olympiques. Donc tu rentres, tu touches, tu ressors. Et il y a de la saisie à un moment donné, tu fais la projection, tu peux finir au sol en étranglement, en clé de bras, etc. Mais voilà, que à la touche. Et tu dois maîtriser tous tes coups. C'est-à-dire, s'il y a un coup qui est déporté un peu trop rapidement, tu sais, des gros coups, des tornado kicks, des trucs comme ça, t'as pas le droit de les faire parce que ils considèrent que déjà c'est des coups trop dangereux. Parce que t'es juste en compétition classique, t'es pas en temps de guerre ou dans la cage, tu vois. Et ça montre aussi que tu dois maîtriser tes coups. Genre toucher avec un high kick au visage de l'autre, mais de ressortir. Tu vois. Un peu comme la savate. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Même en boxe française aussi, voilà, ils font un peu ça. Ouais, exactement. Quand ils mettent un high kick, en général, ils le touchent et ils ramènent. Et ils ramènent. Ouais. Exactement, ouais. Et ça demande... tu sais, moi au début, je me disais, bon, ça peut pas être plus dur que le MMA. Tu vois, la MMA, c'est dur, tu tapes et tout. Parce que t'as plein de règles, en fait, qui font que c'est difficile, donc... T'as pas le droit au low kick, tu dois toucher que à partir de la hanche jusqu'à la tête. T'as pas le droit de mettre des directs, tu peux mettre que des crochets. Tu peux mettre des dos de la main, mais t'as plein de petites règles qui font que tu peux pas arriver et te défouler, quoi. T'es obligé de contrôler tes trucs, t'as une gestion du temps à la table et tout. Ben, ça le rend complexe, tu vois. Et du coup, pour revenir à Cobra Fight, on avait des potes qui ont été sélectionnés pour participer à ça. Et mon prof, il me fait... c'est dans un mois la compète, entraînez-vous bien. Et tu sais, je fais les calculs et je me dis, putain, on a que 4 entraînements de judo, tu vois. Et il y avait une partie jiu-jitsu fighting qui faisait aussi. Je disais, mais 4 cours, c'est pas suffisant pour aller en compétition. Et en plus, je crois que c'était un open international à Maurice, tu vois. Donc je me dis, putain, il faut qu'on travaille dur, tu vois. Et du coup, le samedi après-midi, on se dit, les gars, faut qu'on se trouve. Donc on était 3. On se dit, il faut qu'on se trouve le samedi après-midi, on va s'entraîner, on commence à faire des sprints, on fait du cardio, on fait du renfort, on fait de la muscu, on commence à travailler technique et tout, on commence à découvrir un peu la partie pied-point, qu'on connaissait pas du tout. Et c'est comme ça que ça a été lancé, parce que le samedi d'après, on a un pote qui commence à dire je peux emmener un pote à moi, il fait du Muay Thai, il va nous apprendre et tout, ceci, cela. J'ai un pote à moi, il fait de la lutte, c'est bien de voir l'autre côté. Et de fil en aiguille, en un mois, on a vu 4 spécialistes de disciplines différentes, tu vois. Et c'est un créneau, du coup, que vous avez... Ouais, qu'on a créé sur un week-end, tu vois, on se retrouvait le week-end. Vous avez créé une récurrence. Et on a créé une récurrence, exactement. Et de fil en aiguille, t'as des mecs qui arrivaient de plus en plus, d'un pote. Moi-même, j'ai ramené d'autres personnes. J'ai dit, ça t'intéresse? Là, par exemple, je peux te dire, tu fais de la boxe anglaise. Vas-y, viens échanger, on échange et tout. Et c'est exactement l'esprit de Cobra Fight depuis 15 ans, c'est-à-dire que on n'a pas commencé dans une structure, nous, on faisait ça, limite dans la rue, tu vois. On allait au stade de la Redoute, on allait sur chez moi, dans mon parking, on mettait des PAO comme ça, on s'entraînait, tu vois. Et le déclic, ça a été quand on a gagné cette compétition-là, tu vois. Justement, j'allais te demander comment ça s'était fini. Un mois après, on se classe, on est podium, moi j'arrive premier, mes potes, ils arrivent premiers aussi. Ouais. Et on se dit, putain, peut-être qu'on tient un truc, parce que même mon prof, il était choqué, tu vois, il se dit, comment ces mecs-là, ils ont, en venant 4 fois dans le mois, ils ont réussi à faire ça, tu vois. On lui a expliqué un petit peu ce qu'on faisait, il nous a encouragé, il nous a dit, les gars, c'est bien, faites ça justement à côté et tout.
Donc on cumulait un peu le côté judo, jiu-jitsu, on faisait un peu à côté et tout. Mais on se disait, putain, il manque quand même une organisation là-dedans. Faut qu'on se retrouve à telle heure, les gars, on fait ça sérieusement. Le mardi, ce serait bien qu'on mette un peu d'endurance le mardi. Le vendredi, muscu, etc. Et on fasse un peu de notre côté. Et au fur et à mesure, on a eu des mecs qui commençaient à se classer dans différentes disciplines. T'as des mecs qui commençaient à dire, les gars, c'est trop bien ce que vous m'avez appris. J'ai appris un peu plus le relâchement en étant au sol. Des gars qui font de la boxe anglaise, même jusqu'à aujourd'hui, hein, qui arrivent à se classer championnat de la Réunion, même aller en championnat de France. Tu dis, putain, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe dans Cobra Fight qui est différent des autres clubs parce que 80% des gens qui sont dans Cobra Fight sont aussi dans d'autres clubs aussi, tu vois. D'accord. Ils font déjà ailleurs. Et quand ils viennent dans Cobra Fight, c'est vraiment pour du partage d'expérience. Ouais. On fait de l'open mat. C'est du cross fighting, quoi. Cross fighting, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un cross fight. Ouais, parce que en fait, encore une fois, polyvalence, c'est un peu le fil rouge de la discussion. Mais en fait, en étant dans un club, t'es je parle en tout cas pour ce que je connais, t'es dans un club de boxe anglaise, tu vas apprendre que de la boxe anglaise. Tu vas jamais te dire aujourd'hui on va travailler un peu les low kicks. Bien sûr, c'est le problème, en fait, tu vois. parce que du coup, vu que tu l'utilises pas du tout dans ta discipline, c'est complètement annihilé. Ouais. Alors que faire ce que vous faites, ça vous permet de prendre le meilleur de chaque. Exactement. Et ça te remet une humilité aussi parce que t'es nul dans les autres. T'es nul dans les autres, ouais. T'as des mecs, ils arrivent, ils disent moi je suis champion en anglaise, vas-y, je vais apprendre un peu le sol. Et tu dis ça va, j'ai un bon cardio, j'ai un bon truc, tu descends de niveau, t'arrives au sol, t'es en lutte et tout, tu te remets debout. Je dis putain, pourquoi je suis essoufflé comme ça, tu vois. L'entraînement de JJB, parce que j'ai filmé les Samouraïs, le club. Ça me dit un truc, ça, ouais. Ils sont à Saint-Denis, ils sont à la Possession aussi. Okay. Et quand j'ai vu leur entraînement, j'ai fait waouh. Parce que du coup, ils font. Je me souviens, je les ai filmés avant l'entraînement. Donc, ça, c'était pour les plus initiés. Ouais. Ils sont allés faire une centaine de tractions avant de commencer l'entraînement. Ouais. Et après l'entraînement, c'est dans une pièce. Il fait hyper chaud. Déjà, même sans faire de sport, t'es déjà en sueur. C'est là que tu te rends compte. Et là, ils font 1h30 de training derrière. De training. C'est là que tu te rends compte que le niveau. Toi qui es pratiquant aussi, tu te dis. Moi, je me trouve nul, par exemple. Même moi, dans mon club, tu vois, t'en as qui disent, je fais de la boxe anglaise, je suis très fort. J'arrive dans un autre domaine, je me sens nul, tu vois. Mais mec, combien de gens déjà font un sport de combat, arrivent à, je sais pas, déjà arriver dans le ring ou un truc comme ça, c'est un top 1%, tu vois. Ouais. Les gens ont peur de prendre des coups, tu vois. En fait, je pense que il y a un biais qui est vérifiable un petit peu dans tous les domaines. Par exemple, à la salle de sport, tu vas te trouver nul parce que tu fais 100 kilos au bench. Exact. Mais en fait... La moyenne nationale, c'est un truc... rien que le fait d'être dans la salle de sport, t'es dans le top X%, on va dire 10%. Rien que le fait de faire du développé couché, ça t'enlève une proportion. Et le fait de soulever J'avais vu ça libre, t'es déjà... Sur la moyenne des tractions, je crois, c'était... je crois il y avait 90% des gens qui n'arrivaient pas à en faire une, tu vois. Ah ouais. Après, ça compte enfants et oui, voilà, tout confondu sur toute la France. Mais toi, t'es là, tu fais, je fais que de distraction. J'ai vu un autre mec sur Insta, il en faisait 20, tu vois. T'es dégoûté. Ouais. Mais ça aussi, tu vois, les réseaux sociaux te changent ta perception aussi des choses. Clairement. Et tu oublies de la normalité. Tu regardes le physique de Spider-Man, le premier Spider-Man, quand le gars, il disait, oh, l'araignée m'a piqué. Il se regarde dans le miroir, il a un physique random, tu vois. Mais à l'époque, on disait, putain, le gars, il a un gros changement, il a un truc et tout. Il a les plaques dessinées et tout. La dernière fois, je regardais Spider-Man, je me disais, putain, mais en fait, le mec, il avait un physique pas ouf, tu vois. En fait, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit, tu vois. C'est parce que les gars, ils nous ont vendu des trucs de fou, des mecs hyper dessinés. C'est ça, et puis... limite dopés, tu vois. Ouais. Et puis, de toute façon, c'est connu, mais je veux dire, l'image, elle permet de modifier beaucoup de choses aussi. Le bon éclirage, tu vas pas me dire le contraire, toi qui publies sur les réseaux sociaux. Là, ce podcast-là, tu peux le mettre en différents thèmes, et tu peux le faire dire n'importe quoi aussi, tu vois. Tu peux dire, écoute, regardez-moi ce podcast. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà, il est hyper raciste, regardez, et tu mets juste les bons passages, tu vois. Mais c'est ça, t'es dans une société aussi où tu oublies de voir que t'as quand même un bon niveau par rapport à d'autres, que malgré ton niveau où tu es, t'es en train d'évoluer, tu vois, parce qu'en plus, comme c'est un processus long terme, l'évolution, tu vas pas voir forcément directement les résultats, donc, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, pourquoi les gens abandonnent rapidement aussi, parce que
Tu regardes les gens qui veulent faire de la perte de poids, ils vont te dire, bon, j'ai essayé 2 semaines, bah ça n'a pas marché, tu vois. Tu te dis, mais mec, c'est plus long normalement, tu vois, c'est pas... Mais tous les régimes minceurs miracles... Ce qu'il faudrait dire aux personnes qui tentent des transformations physiques, c'est que il faut qu'ils regardent le temps qu'ils ont mis pour arriver dans l'état dans lequel ils sont avant de commencer. Ça prend du temps. Et vu qu'ils ont fait aucun effort pour arriver dans cet état-là, ils se disent presque que c'est arrivé du jour au lendemain. Mais en fait, la démarche de déshabituer une habitude qui est déjà ancrée et qui est mauvaise, elle est beaucoup plus complexe que celle de base. Donc, toi, c'est comme si, toi, je te dis, passe de l'anglaise à la boxe anglaise à la lutte. Tes placements de pieds seront pas les mêmes, tu vois, qu'un judoka, pas les mêmes qu'un gars qui va faire du karaté. Et c'est des bonnes habitudes que tu dois enlever, tu vois. Mais que tu dois quand même garder le chemin. Tu dois quand même garder, tu vois, c'est complexe. C'est pour ça que, encore une fois, tu vois, t'as des liens en termes de polyvalence où tu dois des fois te déshabituer d'une bonne habitude pour pouvoir apprendre quelque chose d'autre, tu vois. T'as des gars, par exemple, comme je te dis, 40 ans, ils ont une mentalité, ils vont te dire, moi, je fais pas ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. D'ailleurs, je connais un gars qui est totalement comme ça et qui est en train de changer, justement, qui commence à s'en rendre compte, mais c'est une éducation qui a été faite depuis tellement d'années, tu sais, que tu hérites de tes parents, de ton environnement, etc., de ta culture et tout, de ce que tu vois dans la télé, sur les réseaux et tout, que tu te dises, voilà, c'est tellement forgé que pour te dire, peut-être que finalement, c'est pour moi, tu vois. T'as des gars, une fois, je les propose, je les dis, mais les gars, vous savez que vous continuez comme ça, l'année prochaine, vous pourrez aller en compétition, tu vois. Mais eux, dans leur tête, limite, ils ont peur, pas parce qu'ils ont peur de pas performer, ils ont peur parce qu'ils se disent, mais attends, ça veut dire qu'en fait, potentiellement, je peux être champion, potentiellement, ça veut dire que je peux aller peut-être en championnat de France, mais ça exige que, je dois sortir de ma zone de confort, aller chercher plus loin, plus gros et tout. Même chose, je pense, chez les entrepreneurs aussi. Des fois, tu te dis, bon, là, j'arrive à faire, par exemple, 10 000. Si je veux scaler à faire 100 000, ça veut dire que peut-être faut que j'embauche, peut-être que je truc, mais toi, t'as plein de peur quand même autour de fait, ça veut dire que je prends un risque plus gros aussi, ça veut dire que je me mets en danger, et alors que tu as créé un propre confort dans ton ancien risque, en fait, tu vois. Et c'est des étapes, c'est des marches à aller chercher. Et Cobra Fight, tu vois, le truc que j'aime bien, c'est que comme chaque personne a des niveaux différents aussi, t'as des débutants, t'as des confirmés, naturellement, il y a un truc magique qui va se faire, c'est que le plus confirmé, il va aller voir le débutant, il va lui expliquer, tu vois. Et il y a une transmission naturelle, tu vois. Quelque chose qui, moi, j'ai toujours trouvé bizarre aussi, même jusqu'à aujourd'hui, je trouve bizarre que ça se passe naturellement parce que on m'a toujours appris, tu vois, à l'école, il faut un maître, il faut une structure, il faut des livres, avec des exercices que tu fais à ta maison, il y a des exercices, il y a des contrôles, il y a des notes, tout est bien structuré, il y a des classes. Et moi, exactement. Pour faire le parallèle, moi, j'ai toujours trouvé absurde de classer les gens par âge. Mec. Je sais pas si je suis le seul, parce que, en fait, pourquoi la seule chose qui définirait ta catégorie serait basée sur ton âge. Sur ton nombre de tours autour du soleil, tu vois. Ça n'a aucun sens, parce que justement, une personne un peu plus âgée pourrait transmettre des choses plus intéressantes. C'est clair. D'écouter un cours qui est destiné à des gens entre guillemets plus âgés te permettrait aussi d'imprégner des notions qui ne sont pas encore apprises sans aller trop vite, etc. De voir les autres qui... Enfin, je pense qu'il y a... tu prends ton temps à... Des fois, tout le monde n'a pas la même prise de temps pour comprendre quelque chose aussi, tu vois. Mais c'est vrai, quand tu le dis, c'est logique. Et d'ailleurs, je crois que, en tout cas, dans mes souvenirs, quand il y avait des classes, quelquefois, il y avait des classes qui étaient genre CM1, CM2 mélangés. Et je crois que les CM1 qui étaient dans les classes des CM2 avaient des meilleurs résultats. Parce que justement, il y avait des échanges entre les élèves. C'est sûr. Et ça leur permettait de... Tu sais, là, j'ai vu une étude, encore une fois, une étude scientifique. Je vais pas vous mettre le lien, parce que je sais plus où aller. Vous faites vos recherches. Est-ce que le fait que tu mettes un enfant devant un iPad, par exemple, toute la journée, est-ce que c'est vraiment négatif ou pas? Parce que t'as les parents, des fois, pour se débarrasser, ils vont dire, vas-y, je mets mon enfant devant l'iPad, il fait pas chier, et voilà, il fait sa vie et c'est tranquille, et au contraire, plus il est sur son iPad, plus je suis tranquille, tu vois. Et en fait, ils ont comparé, je crois, 3 groupes, où un était sur l'iPad normal, un, il était sur l'iPad, mais il avait un temps défini, genre 15 minutes par jour d'iPad, un truc comme ça. Et un autre groupe où il avait l'iPad, mais l'adulte était avec lui à l'accompagner sur l'iPad, tu vois. Et tout le temps en train de lui expliquer en mode interactif, éducatif et tout. Et en fait, ce qui ressort sur l'apprentissage des enfants,
c'est que ce qui ressort le plus, c'est quand t'es accompagné, en fait, avec un adulte. Et que il y a aucune corrélation entre le temps que tu passes sur l'iPad, en fait, c'est comment tu l'utilises, tu vois. Et l'adulte aussi qui va te faire le truc, parce que ça dépend de l'adulte. Si l'adulte te dit, oh, il est joli, le poisson, hein, il est joli, tu vois, hyper débile et tout. Et tandis que tu te dis, tu vois, ce poisson-là, par exemple, il y a plusieurs espèces, tu vois, il y a ce poisson-là et tout. Et en fait, un enfant, surtout quand tu regardes ton lobe préfrontal, je crois, qui grandit jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc en fait, c'est pour ça que quand t'es adolescent, tu fais plein de conneries aussi, parce que t'as pas la logique de comprendre qu'est-ce qui est danger ou pas. Souvent, vers la trentaine, qui voilà. à mon avis est lié aussi exact. Où t'es un peu plus responsable et tout. C'est pour ça qu'au dojo aussi, il y en a des fois, tu sais, je suis au dojo, j'essaye de rendre les gars un peu plus matures, un peu plus responsables aussi. Et je vais les dire, les gars, des fois, n'hésitez pas à passer un petit coup de balai, fermer les fenêtres, etc. Des fois, je vois les mecs, tu sais, ils oublient leurs gants ici, tu vois. Et après, je me dis, putain, mais en fait, je suis con. Tu sais, moi, j'ai 36 ans, je me dis, mais le gars, il a 17 ans. Des fois, t'en as, ils ont 15 ans, tu vois. Je me dis, mais à leur âge, déjà, je traînais même pas avec des adultes, tu vois. Tu vois, là, ils arrivent, ils me disent, vous, tu vois, ça me fait triper. Je me dis, ouais, tu vois. Nouveau aussi, depuis peu, on me dit, ouais. Ça fait mal. Ça te fait mal, tu vois. Tu dis, putain, ouais, ok. Et surtout que, en fait, je pense que on se rend pas compte qu'on n'est pas comme eux, ouais. Quand, bah, c'est ça, on arrive à un âge où on est entre les deux. C'est ça, t'es vraiment entre les deux. T'as encore un pied dans la post-adolescence, on va dire. Carrément. Mais en même temps, t'as un gros pied dans l'âge adulte. Mais moi, tu sais, c'est comme si je fais pas la différence. Tu regardais nos parents à l'époque quand ils avaient 40 ans. À la limite, tu sais, c'est un pote, enfin, c'est un parent, il a genre un bide. Il est là, il a déjà son scénic familial, il a sa maison, il a tout bien rangé et tout. Je regarde ça aujourd'hui, je me dis, mais mec, moi j'ai des potes, ils ont 40 ans, ils ont des abdos, ils sont ciselés, ils ont une discipline de vie. Je dis, putain, mon père il était pas comme ça, tu vois. Mes tontons, mes oncles, ils étaient pas comme ça du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, mais comment les jeunes aujourd'hui aussi, ils arrivent à faire la différence entre des adultes, garder ce rapport aussi avec... Non, t'inquiète, il est trop mignon. Fight, ouais, je te parlais de Cobra Fight. Avant que le chat nous coupe, comme ça fait la petite transition. Donc on a dû nourrir le petit chat. C'est pour ça qu'on a coupé la caméra. C'est ça. Ouais, je te parlais de Cobra Fight. Cobra Fight, justement, qui est aujourd'hui, qui est à 16 ans même, 16 ans cette année, ouais. Et qui est un club, au final, un peu polyvalent aussi, parce qui regroupe des gens qui viennent de différentes disciplines, qui a une structure qui est différente des structures de clubs classiques. Et j'ai jamais aimé, moi, comme je te disais, l'école, etc. Et même dans le niveau du sport aussi, j'ai jamais aimé ça parce que trop de cadres. Tu vois, trop de cadres. Tu arrives en club, on te fait faire l'échauffement, on te fait faire la technique, on te fait faire 2-3 sparring, étirement, rentre de case, voilà, c'est fini avec ça, tu vois. Et là, tout ce côté, justement, chez Cobra Fight qu'on essaye de développer, c'est déjà le côté un peu plus familial, tu vois, pote. En fait, c'est comme une vraie fratrie, tu vois. C'est-à-dire tous les mecs se connaissent. T'as des gars de 50 ans qui côtoient des gars de 15 ans, tu vois. Le plus vieux chez nous, il a 49 ans, je crois. Et le truc est incroyable parce que t'as l'impression que ça marcherait pas dans la réalité, tu vois, ce truc-là. Et qu'à une époque, ça aurait pas marché aussi. Tu dis, bon, on n'est pas dans les mêmes générations, on fréquente pas les mêmes trucs. Et là, le fait de briser ce truc-là, que tout le monde est sur le tatami, ils ont le même... on est dans les mêmes domaines au final, tu vois, les arts martiaux, on échange. Il y a cette humilité de, putain, lui, il est fort, il est champion de la Réunion là-dedans, il faut que je fasse gaffe, mais dans cette discipline. Moi, je suis fort aussi, mais il peut m'avoir là-dessus, tu vois. Et nous, des fois, on fait des échanges à thème. Des fois, on va faire que de la boxe anglaise. Tu vois, pour travailler, tout le monde travaille. Ils le savent à l'avance ou pas, les élèves? Non, ils les savent pas, ils les savent pas. Parce qu'il y en a des fois, ils disent, oh non, il y a boxe anglaise ce soir, je viens pas, tu vois. Donc, moi, je fais exprès d'avoir un doute, justement, sur le programme, tu vois. Comme ça, par exemple, là, le mardi, on va courir, tu vois. On va faire des sprints dans la grande pente de la butte de la Trinité. Je sais pas si tu vois la butte, là. On va courir là-dedans, on fait des sprints, travaille VO2 max et tout. On revient aux 2 jours, on fait des sparring pendant 1 heure. On fait des trucs à thème et tout. Et l'objectif, à chaque fois, c'est de travailler, quelle que soit ta discipline, tu vas travailler un truc qui va te permettre de performer, tu vois. Donc, que ce soit ton cardio, que ce soit musculairement, est-ce que tu arrives à donner des coups un peu plus forts, tu vois, est-ce que tu arrives à bien te déplacer, t'es un peu plus souple, etc. Donc, on travaille vraiment tous les côtés chez Cobra Fight. Et c'est un peu ce que les gens trouvent bizarre au début, tu vois, encore une fois, ce truc de casier. Mais qu'est-ce que vous faites, en fait, ici, tu vois, vous faites ça? Et tu sais, quand je dis aux mecs, ouais, on fait un peu de JB et tout.
Mais en fait, ils comprennent pas comment on peut faire du JB, comment on peut faire de la boxe anglaise sans qu'il y ait un prof de boxe anglaise, tu vois. Sans qu'il y ait un prof de JB, sans qu'il y ait un prof de karaté. Et en fait, c'est les élèves qui vont Et en fait, apporter c'est leur... les élèves eux-mêmes, ouais. tu vois, qui échangent. Et moi, tu vois, par exemple, je fais du nunchaku, un gars peut me dire, ah, j'ai toujours aimé Bruce Lee. Par exemple, le mec de 49 ans, là, il va me faire, ah, ouais, moi, j'ai grandi avec Bruce Lee, tu vois. Vas-y, montre-moi 2-3 moments. Et le mec, la semaine prochaine, il va s'acheter un nunchaku, il va revenir. Il va dire, viens, on développe ça à 15 minutes, montre-moi tel truc, il va bosser ça chez lui, tu vois. Ouais. Un autre gars va voir ça, il va dire, c'est intéressant, moi, je fais plus du bâton, tu vois. Ah, mais il y a des moves qui se ressemblent en nunchaku, qui se ressemblent en bâton. Et là, tu vois, on crée des liens. Vas-y, on va faire un petit freestyle et tout. On a déjà fait des représentations avec la mairie devant 3000 personnes, tu vois. Okay. On faisait, on mettait en avant Cobra Fight. Et aussi la pluridisciplinarité, tu vois, des membres du groupe. T'as un mec, il fait un peu de breakdance. Tout d'un coup, il va te faire une coupole comme ça, il sort un nunchaku, tu vois, tu comprends pas. Le public, il est là, il fait, mais c'est quoi ça, tu vois? J'avais vu ça. Et même dans le terme de spectacle, je pense pas avoir vu des démonstrations d'arts martiaux comme ça ici, tu vois. Aussi complète, ouais. Pour te dire, à chaque nouvel an chinois, on nous invite pour venir faire des démonstrations de nunchaku, de parties de kung-fu aussi, tu vois. Donc on nous intègre dans carrément les démonstrations de la communauté chinoise. Et d'ailleurs, communauté chinoise vraiment qui est assez communautaire, tu vois. Généralement, tu vas rarement voir, je vais dire un gaijin, mais c'est en japonais, un étranger en fait faire un truc chinois, tu vois. Et aussi bien aussi en fait qu'un chinois peut-être, tu vois. Et tu vois, de faire autant de trucs différents. Je pense que même chez les élèves de chez nous, ça leur ouvre plus de possibilités que les gars, ils auraient eu dans un autre club, tu vois, parce qu'ils se disent, ah, c'est bien, je fais dans mon club, mais dans mon club, on fait pas ça, tu vois. Donc, quand je suis ici, je suis bien. Mais des fois, j'essaye d'analyser, de me dire, mais qu'est-ce qui rend les gens bien, parce que je le fais pas exprès, en fait, tu vois, c'est un truc qu'on fait depuis 15 ans, on est entre potes, comme ça. Il y a un bon feeling. Mais qu'est-ce qui fait ce bon feeling-là, que tu essayes de le décrire? En fait, c'est que le fait que t'as pas vraiment de pression, t'as pas de besoin de résultats réels. Tu vois, moi, je vais pas dire, les gars, vous devez être tous champions de la Réunion, on va faire ça et tout, on a des subventions à gagner et tout. Vu que, s'il y a pas de rapport à l'argent, je fais du coaching, je dois te vendre ça, etc., qu'il y a pas ça derrière, c'est que de l'échange, de la transmission, en fait, ça fait que le truc, il marche naturellement, tu vois. Et... Ouais, parce que c'est sur la base d'un volontariat qui est pas du tout corrélé avec un objectif ni pécunier, ni... C'est exactement. Et c'est un objectif qui regroupe à la fois un objectif collectif, tu vois, parce que comme j'explique souvent aux mecs, je dis, ne vous blessez pas entre vous, faites en sorte de faire évoluer, parce que mon prof de judo me disait ça, et que j'ai compris 20 ans après aussi, tu vois. Il me disait, ne vous blessez pas entre vous, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Moi, je pensais que c'était juste de l'ego, tu vois. Mais en fait, c'est mathématique, c'est que si tu blesses un élève dans ton groupe, il sera pas là pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, en fait, ce gars-là, déjà, il s'améliore pas. Et le groupe aussi s'améliore pas avec son expérience. Tu perds un membre. Tu perds un membre comme si tu perds un membre de ton corps. Donc, tu arrives moins t'as moins d'adversaires. Et puis, voilà. Donc, l'intérêt, en fait, c'est forcément de porter le groupe en entier. Mais si toi aussi, tu t'améliores pas non plus, tu vois. Le fait que, par exemple, tu travailles pas ton endurance, tu vas moins donner de la qualité à ton adversaire. En fait, c'est comme si que tu lui donnes moins d'énergie, tu lui donnes moins, et donc... La hantise de tout sportif, et je pense à tout niveau, c'est la blessure, parce que du coup, elle t'éloigne de l'entraînement pendant trop longtemps. Et en plus, la reprise, c'est aussi dur, donc c'est long, tu retrouves pas ton niveau. Ils évoluent aussi entre-temps pendant que t'es pas là, tu vois. Tu perds ta confiance en toi aussi, tu dis, putain, quand j'étais là, il y a 2 mois, j'étais bon. Là, je reviens, j'ai moins de cardio, les gars sont devenus plus forts aussi. Donc, ce côté de rester dans ce pousser collectif, mais à la fois aussi individuel, c'est-à-dire, toi, en évoluant en individuel, tu pousses le collectif aussi. C'est quelque chose que moi, je voyais pas avant, tu vois. Et que là, avec Cobra Fight aussi, je me dis, putain, en fait, lui, il devient champion de la Réunion, il a une expérience en ring, par exemple, il pourra encore plus expliquer à un petit gars qui va commencer à la compétition, de dire, tu vois, là, t'apprends un truc ici, t'as pas l'adrénaline quand on va commencer à appeler ton nom dans le micro pour te dire, allez, se prépare au prochain combat. T'as le cœur qui bat et tout. Et c'est des experts. En fait, c'est comme si tu lis un livre, tu vois, mais avec des personnes réelles qui ont vraiment vécu des trucs et très concrètes, tu vois, qui se disent, écoute, moi, par exemple, ma diète, c'est ça, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai des petits trucs. Et ce qui est bien aussi, il n'y a pas de jugement parmi les membres. Et les gars vont pas dire, ouais, mais lui, son truc, il est farfelu. C'est-à-dire, il y a comme un truc, encore une fois, naturel, hein, où les mecs, ils vont prendre l'expérience qu'ils ont envie. C'est un peu comme disait Bruce Lee aussi, avec le Be Water, My Friend, là, c'est
tu prends ce que tu as besoin, tu vois, tu en fais ce que tu veux, tu vois, tu prends le bon, le mauvais, c'est toi qui le transformes comme tu veux, et tu retransmets le bon, le mauvais aussi, tu vois, des fois tu peux avoir fait une mauvaise expérience aussi, tu fais putain les gars, j'ai mangé avant la compétition, j'aurais pas dû, donc, j'avais le ventre serré, etc., les gars, faites pas ça, tu vois, et c'est ça qui fait évoluer aussi, c'est l'expérience personnelle de chaque membre, tu vois. Et aujourd'hui, on doit être quoi, je pense une cinquantaine quand même actifs dans j'allais te demander ouais. justement. Et Bon, en après, 15 ans, vous avez dû être... Ouais, voilà, on est... Mais je pense plus d'une centaine en 15 ans, parce qu'il y a des mecs voilà, après qui ont fait leur vie aussi, ils sont partis en métropole. T'en as beaucoup dans notre club qui vont vers des métiers genre armée, gendarmerie, tu vois, parce qu'ils sont déjà dans le cadre sportif. Mais ouais, on en a vu passer des mecs. Hein. Et tu vois, en plus dans le côté martial, tu peux pas te tromper parce que tu peux pas mentir en fait. Si tu viens là pour les mauvaises raisons, ça se verra et tu resteras pas, tu vois. Donc tu peux que en fait être une bonne personne chez nous parce que si t'es là, tu dis bon ben moi j'ai des problèmes à l'école, je veux me battre, les trucs comme ça et tout, ben tu dureras pas parce que la discipline que ça te demande en fait pour te battre à l'école, ça vaut pas le coup, ça te demande trop d'engagement personnel. Ouais, et puis je me rends compte que au final, en tout cas moi dans ma vision et dans mon expérience par rapport au sport de combat, qui est très récente, hein, ça fait que 2 ans que je me suis mis à ça. Ah, c'est bien déjà. Et c'est surtout bien de tenir. Ouais, bah oui, c'est exigeant, c'est pas le noble art pour rien. Hein, Et donc, au-delà de ça, c'est que ce qui me fait y aller, c'est justement qu'il n'y a pas d'objectif court terme. C'est à la limite un objectif moyen-long terme qui va être de peut-être un jour monter sur un ring et faire une compétition éventuellement. Et encore, c'est très loin dans mon esprit. Oui, bien sûr. Mais j'y suis pas du tout allé pour répondre à un besoin de savoir me défendre, savoir me protéger ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour apprendre le sport et pour tester mes qualités athlétiques dans un domaine qui me mettra hors de ma zone de confort. Et effectivement, ça fonctionne parce que du coup, comme je te disais, tu crois avoir l'ensemble du triangle et en fait tu te rends compte qu'il faut tout égaliser, que t'as beau être costaud, etc., mais qu'il y a un gamin de 16 ans qui en fait depuis 3 ans et toi t'es débutant et qui pèse 20 kilos de moins que toi, s'il veut il peut te faire mal. C'est totalement ça mec, c'est totalement ça. Donc c'est l'humilité. Moi même des fois je vois des petits mecs de 15 ans justement, là on en a un qui fait de l'haltérophilie, tu vois, et qui est, pareil, champion de la Réunion en haltérophilie. Il y a personne qui le suit dans sa catégorie à 15 ans, tu vois. C'est là que je me dis, putain, en fait, si moi je vais dans son domaine, je suis mort, tu vois. Et c'est pareil, humilité en tant que de mon âge aussi. Et tu te dis, putain, à son âge aussi, je faisais pas ça, tu vois. Et ça te remet aussi à un niveau. Tu sais, moi, je me rappelle, les adultes aussi, ils faisaient... c'est ça aussi que j'aimais pas, tu vois, aussi dans le cadre. Souvent, on te faisait pas comprendre les choses, on t'imposait les choses, on te disait, c'est comme ça et pas autrement, tu vois. On vous montre une technique dans les arts martiaux, on vous dire, faites comme ça, et il n'y a pas autrement, tu vois. Faites et c'est tout. Moi, j'aime bien montrer aux gars du club de dire, les gars, si on fait ça, voilà pourquoi on fait ça, et la raison de pourquoi on fait ça derrière. Parce que tant qu'on t'explique pas, par exemple, là, en ce moment, mon truc, c'est respirer par le nez. Parce que pareil, quand tu réfléchis un peu, tu te dis, la respiration, dans tout ton système nerveux, tout ton câblage d'humain, si tu respires mal, tu combats mal, tu vois. T'as des mauvais placements, tu t'essouffles plus vite, musculairement, le sang va moins circuler dans ton corps, va moins envoyer de l'énergie dans tes muscles et tout. Donc j'explique aux gars, je dis les gars, respirez par le nez, par exemple, quand vous faites le truc, respirez pas par la bouche, etc., etc. Et pareil, t'en as qui comprennent, tu vois. T'en as qui sont jeunes, ils vont dire, oui, mais pourquoi on respire par le nez, je comprends pas, c'est dur, ça fait mal et tout. Et en fait, en respirant par le nez, tu gagnes, je crois, 20% d'endurance en plus. Et c'est pas négligeable, en fait, dans les arts martiaux, parce que c'est un milieu concurrentiel, tu vois. Et en plus, avec le protège-dents, tu respires moins bien. Bien sûr. C'est pour ça que moi, j'avais gardé le réflexe quand je fais du sac, de garder le protège-dents, même si je sais que je vais pas me prendre de coups, mais au moins, ça m'habitue à... C'est clair. En général, tu gardes, je sais pas si... Non, moi, ça dépend. J'allais te dire, en général, quand tu combats, tu serres un petit peu les dents sur le protège-dents. Ouais. Et du coup, de garder ce réflexe... par le nez, t'es obligé de respirer par le nez. Et donc, ça donne au moins, par la force des choses, le réflexe de bien respirer. C'est ça. Et donc, du coup, c'est des genres de méthodes
que tu retrouveras pas dans d'autres clubs, je trouve, tu vois, Mm. parce que le fait que tout soit cadré aussi, dans 1 heure et demie de cours, Ouais. tu vois, nous on déborde, des fois on fait des 3 heures Ah d'entraînement, oui, ok. mais des fois, c'est dans le temps, c'est dispatché, parce que t'as des moments où on s'arrête, on discute, Oui, comme oui. là, toi et moi on discute, ah ben les gars, qui fait un petit sparring, là, qui est chaud et tout, qui est encore chaud, on repart, tu vois. Mm. Et le fait qu'il y ait, c'est pas qu'il y ait pas de règles, tu vois, il y a une structure, mais c'est juste que la structure est plus naturelle, tu vois. Mm. Et ben, ça fait 15 ans qu'on fait ça Ouais, tourne ça fonctionne. hyper correctement, tu vois, et pareil, pas de débordement, pas de... Je trouve que tous les membres du club sont hyper bienveillants, Dans le tu vois, bon état dans le d'esprit, bon quoi. état d'esprit, tu vois. Et ben, Inch'Allah, ça continue, hein, tu vois, Ouais. ça va plus loin. Hein. Du coup, voilà, C'est ouais, chouette. Cobra Fight, Peut-être une franchise. peut-être une franchise, ouais, carrément. Mais c'est clair, je crois pas qu'il y ait des franchises d'arts martiaux. Bah, je crois que le samouraï que Ouais, j'ai filmé, bah, je sais pas si c'est une franchise. oui, oui, Bah, oui. en tout cas, je sais qu'il Ça y y a il ressemble. y a Ouais, plusieurs clubs, quoi. ouais. C'est tout ce que je Ok, sais. trop bien. Donc voilà. Ok, bah, je pense qu'on a clôturé sur la partie, en tout cas, arts martiaux. Ouais, Et donc, la question que je voulais te poser, euh, c'était par rapport à ton image un petit peu sur les réseaux sociaux. ouais. Et selon toi, pourquoi c'est important de travailler son personal branding, de aussi un petit peu se montrer sur les réseaux Ouais. sociaux, développer un peu son image et je te pose la question parce que justement, du peu que je connaissais de toi, Mhm. bah, c'est forcément ce que j'ai Ce qui vu reflète, ouais. sur, ce que j'ai vu sur Instagram, tout simplement. Mhm. Et je trouvais que justement tu prenais un soin particulier au partage de vidéos et on sent d'ailleurs que tu as une sensibilité autour de la vidéo Mm. et moi qui suis vidéaste, Ouais, j'en si tu suis reconnais, c'est cool. sensible donc c'est bien. C'est encore mieux que ça vienne de toi. C'est Ça cool. m'a plu. Mais au-delà de ça, tu vois, en tant que combattant, une de tes facettes, Mhm. qu'est-ce que ça t'apporte et Ouais. pourquoi en fait tu... Alors, grosse question. Ouais, réseaux sociaux. En fait, dans l'idéal, tu vois, j'ai l'impression que tout le monde recherche ça aussi un peu, c'est que tout le monde, j'ai l'impression, veut être célèbre, tu vois. De chercher ce petit côté, bah, je pense même avant l'ère des réseaux sociaux, tout le monde voulait être dans les télé-réalités, être célèbre, tu vois. Quand on savait pas ce que Quand on ça savait pas, ouais. engendrait. Ouais. Parce que du coup, parenthèse encore, Vas-y, on est vas-y. au lendemain du décès de Loana. Je sais pas si les Oui, gens, j'ai entendu parler. Ouais, si ouais. les gens regarderont et se Ouais, premier souviendront Love d'elle. Story. Mais en tout cas, ouais, le premier Love Story. Et puis on a vu dans quel état elle a terminé. Et je pense Ouais. que si elle avait su ce que la célébrité allait lui emmener, parce C'est elle fou. est morte à 40 et quelques années, Ouais, hein, c'est chaud. donc Hein. c'est jeune. Et puis quand tu vois certains... bon, ok, ils sont riches, mais... Bah mec, c'est sûr que tu vois, t'as tout le côté, t'as plein de rappeurs qui en parlent aussi du côté de la célébrité, etc. Je pense que c'est pareil sur les réseaux avec les influenceurs et tout. Bah même moi dans mon cas, je le vois, tu vois, je te disais en off que moi je vois la différence entre les gens, bah déjà qui me connaissent quand je fais du nunchaku, tu vois, je croise quelqu'un dans la rue qui me reconnaît, eh mais c'est le mec qui fait du nunchaku, tu vois. ouais. Je peux croiser un autre qui me dit ah mais oui mais c'est le gars qui a fait le logo de telle personne, etc. Et en fait en fonction de comment la personne me voit aussi, il y a un impact Il y a différent, une tu vois. réaction différente, Il y a une réaction j'imagine. différente, tu vois. Et encore pire quand la personne me connaît que je fais à la fois ça, ah mais c'est le mec qui était fait en tout. voyage au Japon. Voilà, c'est trop. Et des fois ils ont difficulté de cerner aussi. Tu vois, des fois tu dis alors ça va, le voyage t'es bien, mais eux ils sont là. Alors ça va, toujours dans le sport, toujours dans le voyage, toujours dans tel truc, bricolage et tout. Tu vois, ils arrivent pas à cerner. Et moi justement sur mon Insta, bah vous pouvez aller regarder aussi. J'essaye de pas trop mettre des trucs trop divers non plus pour pas perdre le public parce que je t'ai dit, je fais un peu de couture aussi. Demain, je fais des tutos couture. Les gars vont dire, mais attends, la vidéo d'avant, c'était Ouais. en train de casser des gueules en sparring avec des mecs. Mais c'est comme une entreprise, Voilà, t'es obligé de gérer. ouais, et puis tu dois segmenter, et puis tu dois aussi te poser la question, est-ce que c'est judicieux de recréer une page ou Ouais, de tout publier, tout ouais, mélanger? c'est ça, c'est ça. Parce que moi, du coup, j'ai TH Podcast, Ouais, voilà, bah, j'ai je pense, TH voilà. C'est Studio, ça, bientôt je vais avoir peut-être TH c'est ça, Wedding, c'est parce que ça, les mariages, ça se marie c'est pas ça. avec le B2B, Ouais. enfin... Mais c'est pour ça, tu vois, c'est problématique aussi. Une de mes problématiques, surtout en tant que polyvalent, c'est de me dire, qu'est-ce que je montre aux gens, tu vois? Qu'est-ce que je vais bien montrer? Comme Cash aussi, il disait, ben,
qu'est-ce qu'il veut montrer dans son personal branding aussi, tu vois, parce qu'au final, c'est un genre de storytelling aussi, quelque part, tu vois, c'est comme ton Skyblog à l'époque, quand tu faisais, bah, moi, je regardais, je mets mes poèmes, je mets mes trucs, tu montrais un peu tes hobbies et tout. Mais, c'était très fouillis, les Skyblogs. Voilà, c'était très fouillis. Là, ça commence à être un peu plus carré, les gens se professionnalisent en plus, même sur Internet, tu vois. Et, moi, perso, bah, j'essaye de montrer un peu ce que je fais sur Cobra Fight parce que, bah, j'ai une page Cobra Fight aussi. Ok. Donc, des fois, je relaye un petit peu sur mon compte. Comme ça, les gens qui me connaissent pas aussi sur Cobra Fight voient. Voilà, ils font le lien. Et même ça les sécurise aussi dans leur dissonance cognitive de dire ah bah oui le mec il fait ça donc arts martiaux logique et tout. Des fois je vais balancer une petite vidéo où je fais du nunchaku, du freestyle et tout. Je suis en démonstration quelque part et tout donc ça ils arrivent toujours à suivre. Des fois je bloque complètement, je me dis j'ai envie de faire une vidéo là cinématique, rien à voir, je sors la caméra, j'appelle 2 potes à moi, je fais un petit script vite fait. D'ailleurs, on a fait un court-métrage comme ça, ça s'appelle Opération Cobra, en lien aussi avec Cobra Fight, qui dure même pas 10 minutes, mais c'est un petit truc sur un coup de tête comme ça, on s'est dit, putain, les gars, on fait des arts martiaux, on a des caméras, vas-y, viens, on fait un petit film d'action. Trop bien. Putain, on a monté ça en 2 semaines. Moi, je dis, je kiffe, tu vois, c'est carrément... Et on peut le retrouver sur Ouais, on peut le retrouver YouTube. sur YouTube aussi, ouais. On peut le retrouver sur YouTube, Opération Cobra, et... Je mettrai... On mettra le lien dans la description. Et tu vois, des fois, je partage ça, et les gens, ils disent, mais attends, le gars, il fait de la cascade aussi maintenant, tu vois. Mais il y a toujours un lien quand même, je suis obligé de garder quand même cette direction de, ouais, on fait des arts martiaux, les gars, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on fait des films et tout, tu vois. Mais derrière, t'as toute la création des effets spéciaux qu'il y a derrière le film, que je vais pas forcément montrer, tu vois. T'as le sound effect, tout qui est travaillé, les voix off, etc. dans le film, la manière où j'ai filmé, les techniques de montage et tout. Je vais pas montrer forcément parce que je veux pas qu'on me catégorise sur dire le gars en fait il fait du montage vidéo, tu vois. Chose que je pourrais faire parce qu'il y a un lien quand même avec mon métier. Mais je garde cette petite distance quand même. Je pense au fur et à mesure, je vais commencer à dévoiler un petit peu. Mais c'est un truc, je sais que si demain, je dévoile tout d'un coup, le public, il suivra plus du tout, tu vois. Ils vont être en mode... Je pense que c'est comme un peu comme les humoristes. Je pense à Benji qui fait des vidéos. Je sais pas si tu connais... Ça me dit rien. Benji fait des vidéos. D'ailleurs, un gars très talentueux aussi, qui fait de l'humour, c'est un Réunionnais. C'est un Réunionnais, ouais. Qui fait aussi un peu d'arts martiaux aussi, qui a déjà été en rencontre avec nous pour faire des vidéos humoristiques avec Cobra Fight aussi. Et c'est un gars qui est très bon en humour, très bon dans le divertissement, mais aussi très bon dans le chant, dans la danse, dans la mise en scène, tu vois. Et pareil, c'est quelque chose qu'il peut pas forcément mettre en avant, parce que je suppose avec son étiquette d'humoriste. Ah bah ouais, mixer un peu trop les... Et c'est des gars talentueux que tu te dis putain en fait c'est dommage parce que moi je le connais en off aussi. Je dis il pourrait montrer son talent autrement, mais je pense que le fait qu'on lui mette une étiquette, en plus humoriste je trouve c'est compliqué parce que dès qu'on t'a catégorisé comme en parenthèse un rigolo sans être péjoratif, tu vois, on va te dire mais on peut pas te voir dans un domaine professionnel très sérieux, tu vois. Il voulait faire des arts martiaux avec nous et tu vois je pense que même pour lui c'est difficile de communiquer, de dire les gars moi je kiffe ça les arts martiaux aussi, tu vois, j'aimerais bien communiquer là-dessus et je fais pas tout le temps des blagues tu vois, et je peux me défendre aussi tu vois genre, et ce côté là je trouve je pense que c'est peut-être il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis aussi, qu'il y a des gens qui sont peut-être multipotentiels, multitalents, qui sont polyvalents dans plusieurs trucs, mais on n'arrive pas encore à mettre des mots là-dessus parce que après il y a tellement de nouvelles on va dire maladies modernes, on va dire, t'as les gens qui ont du TDAH, t'as des gens qui ont des problèmes de concentration, qui ont des multitalents. Tu regardes même, je pense, c'est pas un truc aussi moderne parce que De Vinci, c'est un mec, il était polymathe, il s'intéressait aux sciences, aux trucs, il testait des trucs. Et je pense qu'il devait passer pour un extraterrestre aussi, tu vois, le gars, il devait être un mec un peu... Et la royauté l'utilisait un petit peu sur les sciences, sur comment on peut peut-être manipuler des foules, comment on peut... tu vois, pas que forcément sur de l'astrophysique et tout. Et Nikola Tesla aussi, pareil, il ressemble un peu au mec, le fou du bus, tu vois, c'est le gars, il est là, il fait des expériences chez lui, voilà, un peu fou. Et il fait des trucs chez lui, mais en fait, quand tu regardes des années après, tu fais putain, en fait, le mec, c'était... Ouais, c'est peut-être justement ceux qui étaient le plus polyvalents, qui ont le fait le plus avancer. Ouais, l'humanité, ouais, carrément. Je sais pas si tu connais Marie Marvin, c'est une Française. Non. C'est 18e siècle, ça 1875, 80, je sais plus sa naissance, mais
En gros, c'est une femme française qui a touché à énormément de choses, qui est connue pour avoir fait dans le domaine du sport, qui avait fait des records dans le ski, je crois. Ah si, ça me parle du coup, ouais. Je crois en cyclisme, Ouais. même elle a fait de la montgolfière, elle a traversé la Manche, je crois que c'est une des premières femmes à traverser la montgolfière la Manche. Elle a aidé beaucoup pendant la Première Guerre mondiale à faire les premières pharmacies, les premières ambulances via une montgolfière, tu vois. Genre elle allait d'un point à l'autre pour aider pendant la Première Guerre mondiale et tout. Et c'est là que tu te dis bien en fait t'as des profils comme ça qui deviennent putain des produits polyvalents que en fait ils en récoltent l'honneur mais que des années après, tu vois. Et je suis sûr que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens comme ça, tu vois, mais qu'on n'arrive pas encore à repérer parce que brouillés dans un problème de société, tu vois. À l'inverse aussi, je saurais pas retrouver malheureusement son nom. Ouais. Mais il y a une fille qui poste pas mal sur Instagram que j'ai suivi justement parce qu'elle change tout le temps de... J'ai vu ça aussi passer. En gros, tous les 3 mois, elle change. C'était hyper intéressant, elle ça fait, aussi. comme tu dis, de la couture, mais elle va faire, je sais plus, du elle se donne 3 mois, cycliste, par exemple, pour apprendre un skill. Trail, après machin, après elle va faire de la photographie animalière, enfin, je dis n'importe quoi. Et du coup, ça devient son personal branding d'être polymath. Mais moi, au final, je pense que je suis là-dedans. Hein. Ouais, t'es un petit peu là-dedans, mais sauf que toi, tu le fais pas pour le faire, c'est... Peut-être pour... C'est une curiosité naturelle. Ouais, ça vient naturellement. Je pense pas que tu vas te dire, dans 3 mois, faut que j'apprenne quelque chose de nouveau. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a une nuance aussi, là, dans ce truc-là. On va dire, polymath... c'est est-ce que t'es curieux de le faire, est-ce que tu le fais pour les raisons réelles de dire j'apprends un truc, est-ce que tu le fais pour un défi, tu vois, est-ce que tu le fais, c'est pour ça après t'as des extrêmes dans chaque je pense chaque que domaine aussi, tu vois. Moi le seul truc c'est ma limite c'est le faire pour l'audience et je pense qu'il faut le faire pour parce que t'as envie de le faire et pas se forcer bien sûr. Peut-être que cette fille là je fais pas du tout attention, elle doit aimer, justement elle a besoin de et elle s'est dit bon quitte à toujours changer autant et je crois qu'elle tire au sort, au hasard dans son coup, on a vu le même truc, c'est ça, et du coup c'est intéressant parce qu'elle va vraiment loin dans la je pense qu'elle va, toi tu vas peut-être à 70-80, elle va à 90. Elle va à 90 parce que c'est vraiment parce que tu sais, apprendre une discipline de zéro, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Parce que déjà faut l'envie et puis il faut être capable, parce que le premier truc de l'apprentissage aussi, c'est de te dire est-ce qu'il y a une flamme qui te pousse et jusqu'à quand, parce que c'est dans le temps, la motivation, la discipline, tu vois, c'est pas pareil. T'as des gens, ils vont dire moi ça me tente bien, par exemple, de faire du paddle, on en parlait. On fait du paddle, mais c'est parce que c'est un effet de mode. Ils voient leurs potes faire et ils vont partir dedans. Demain, il y a un autre truc à la mode, c'est le trail, c'est le dessin, ils vont aller là-dedans. Mon Insta, du coup, j'essaye d'harmoniser, moi, mon Instagram, de faire des trucs un peu qualitatifs aussi, tu vois. De toute façon, je pense que c'est ce qui va être le futur aussi, de proposer plus de qualité, plus d'humain, plus de côté de fragilité aussi de l'humain, tu vois, qui est que montrer tes doutes, montrer tes trucs. Moi je le dis direct en cam aussi, c'est que tu vas voir par exemple en sparring, on arrive à faire des mouvements, on arrive à faire des championnats et tout, se classer et tout, mais les gens voient pas forcément derrière tout le côté putain, t'es en train de transpirer, t'as des doutes, t'as des trucs, tu te blesses, t'as tout le côté en fait que même on monte pas sur les réseaux. Je pense que ça va performer demain parce que c'est le côté humain, tu vois, qui va j'allais dire, en fait, ça va contrecarrer un petit peu le monde qui est un peu dominé et qui va être dominé par l'IA. Et je pense que les failles humaines seront de plus en plus vecteurs d'intérêt parce qu'en fait, on va perdre de plus en plus de cette humanité-là. Exactement. Et surtout quand on voit le transhumanisme... l'intégration de l'IA directement dans l'humain. Faut s'accrocher, faut s'accrocher parce que moi, tu vois, limite, c'est mon truc de rêve quelque part parce que j'attendais que ça, moi, que la connaissance soit encore plus active. Ça me permet d'apprendre encore plus de trucs. Exactement. Ma méthode... Mais sauf que le petit bémol de ça, c'est que sous quelles conditions tu auras accès. Bien sûr. Et donc ça veut dire que certaines personnes auront accès en avant-première avant que ça se généralise. Donc ça va créer déjà un problème d'équilibre et d'équité. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, je pense que quand tu apprends quelque chose, t'es fier de l'avoir acquis
justement par le cheminement. C'est comme si demain on te dit tu peux être le meilleur combattant du monde mais en claquant des doigts. Ben si t'as pas fait le cheminement, t'as pas d'intérêt à l'être. Ça vaut pas le coup. Bah comme quelqu'un qui gagnerait 1 million d'euros demain qui a pas d'intelligence financière, bah, il le perd dans l'année. Peut-être il achète les mauvais trucs, il met que du passif partout. Et je pense que pour l'exemple, on rêve tous de gagner au loto, mais au final. Si tu gagnes au loto, est-ce que tu seras plus au rang que gagner 10 fois moins, mais de ton propre travail, de ton... C'est sûr. Et tu vois, même pareil, t'as des trucs maintenant sur Internet pour gagner des abonnés, des trucs pour aller vite. En fait, tu vois, l'humain, en fait, il veut toujours aller vite. C'est comme si que le processus l'IA augmente, mais sauf que je pense de plus en plus vite. Malheureusement, le cheminement... c'est ce qu'on aime en fait. C'est ça. C'est ce qui fait qu'on a de la gratitude de recevoir la récompense. C'est ça. Tu rencontres des problématiques sur toi. Mais de toute façon, c'est ce qui te forge, tu vois, aussi vers ta quête. Tu sais, moi aussi, j'aime bien bricoler. Des fois, je bricole des trucs moi-même. Genre des tables, parce que j'ai plein d'outils. Donc, je fais des trucs moi-même et je me rends compte qu'il y a plus de valeur à faire un truc moi-même que de l'acheter. Parce que quand tu consommes, en fait, c'est tellement facile d'acheter. Tu te dis, bon, vas-y, c'est combien 100 balles la table, j'achète. Et le truc, c'est comme s'il a pas d'histoire. Des fois, tu sais, je peux chiner une vieille table quelqu'un a jetée. Bah, des fois, les gens, ils jettent des trucs, tu sais, société de consommation, la table est un peu rayée, ils le jettent. Je récupère. Tu sais, t'as juste à passer un petit coup de ponce, retaper la table, 2 petits coups de peinture et tout, le truc est neuf. Je me dis, putain, mais quand je suis chez moi, je regarde, d'ailleurs, je pense 80% des choses chez moi sont des choses que j'ai faites, tu vois, du mobilier. Et je me dis, putain, cette table-là, je m'en rappelle, je l'ai eu à tel moment. Tu sais, il y a une histoire, derrière, et t'as l'impression que le bien, même, a plus de valeur qu'un bien neuf, tu vois, parce que tu te dis, bah, ça, je l'ai fait, j'ai mis du temps, il y avait une technique à aller chercher, que je partais regarder sur Internet, comment refaire une pâte de meuble, comment bien poncer, quel grain, quel truc, quel outil et tout. Et ouais, il y a une expérience. Il y a une expérience, tu vois, une expérience que t'apprends, un souvenir et tout, et ça te donne plus de valeur. En fait, les gens, ils ont tout intérêt à aller faire les choses eux-mêmes, parce que faire les choses soi-même, c'est comme un sentiment de liberté, parce qu'au final... t'es dépendant de personne. T'es dépendant de personne, c'est ça. Au final, c'est une putain de punchline pour finir ça. La polyvalence, c'est une liberté, en fait, quand tu regardes en dézoomant, parce que tu peux t'enlever les chaînes de la dépendance des autres, et faire toi-même tes expériences. Déjà, c'est le plus important au final, parce que tu voyages, c'est pour avoir des expériences, et les gens vont mettre un accent sur le voyage parce que c'est ce que tout le monde connaît, tu vois. Oh, on va voyager, on va avoir des expériences de fou, on va s'en souvenir toute sa vie. Mais pourquoi pas le faire sur d'autres domaines de ta vie, tu vois, au final. C'est bien. Je pense qu'on va on a le truc là, Et en plus, j'allais rebondir sur le fait qu'on n'a pas évoqué la partie voyage qui était importante, mais en même temps, voilà, on a déjà ça fera fait le tour de pas mal de vidéos, et on a fait le tour de pas mal de sujets. Merci beaucoup d'être venu, c'était top. Je pense qu'on a appris pas mal de choses, déjà sur toi, mais au-delà. C'est cool. Sur ta philosophie, sur le monde des arts martiaux, etc. Dernière chose avant de se quitter, c'est est-ce que tu aurais une personne à me conseiller pour venir dans le podcast, puisque toi, tu es du coup, je le rappelle, tu m'as été conseillé par Cash, l'un des premiers intervenants sur TH Podcast. Donc, je te laisse réfléchir 2 secondes à ça, et si tu arrives à me dire plusieurs personnes. Tu sais, là, je suis comme Cash. J'ai plusieurs profils. Je n'en veux qu'une. Ben, même chose que Cash. J'ai un profil qui est atypique, qui s'appelle Romain Young, et qui est connu sous le nom de Hiro, Hyro, qui est un très bon profil, genre qui ressemble un petit peu au mien, qui est dans d'autres domaines. Lui, il est plus il est un peu dans l'entrepreneuriat aussi un petit peu. C'est un mec qui est animateur, organisateur, speaker, musicien. C'est bien, j'adore ce profil-là parce que du coup, j'aurais pas beaucoup à parler. Normalement, il devrait être à l'aise. C'est ça. Et très polyvalent, comme moi, tu vois. Mais dans d'autres domaines, c'est-à-dire, il fait le lien entre nous deux. Il fait aussi du nunchaku, il fait des arts martiaux, il fait du kung-fu aussi. Mais pareil, profil très atypique qui a un lien avec la Chine. Donc c'est un Chinois qui est parti en Chine pour apprendre le chinois. Ah, trop bien. Et qui fait le lien, on va dire son objectif, c'est de faire le lien entre la Chine et la Réunion. Et je te laisse découvrir le personnage.
très intéressant, tu vois. Et merci beaucoup, du coup, Ryan McBack ou Manu. Manu, ouais. C'est ça. Et à la prochaine. Les gens, ils doivent être choqués. Là, ils disent, attends, comment ça, il a un... Et on se retrouve peut-être pour un second épisode. Avec plaisir. Pour la partie voyage. Merci. Les bons.